Un silence ancien repose sur les steppes d'Asie, là où l'herbe danse sans fin sous le vent. Dans cet horizon sans mur ni frontières, un peuple façonna sa vie autour du cheval, confondant son souffle avec celui de la terre. On raconte qu'un jour, de ces plaines sans nom, une ombre surgit et se mit à parcourir le monde. Elle n'éleva pas de temple, ne grava pas de pierre, mais fit trembler des empires millénaires. Son passage fut bref comme une rafale, mais assez puissant pour ébranler l'ordre de Rome et réveiller les peurs enfouies des cités. Cette ombre portait un nom que l'histoire répète encore avec un mélange de crainte et de fascination. Attila, le cavalier venu de l'Est, dont la mémoire se confond avec le mystère des steppes disparues. Dans les récits lui transmis par les chroniqueurs de l'Antiquité tardive, il est question d'un peuple surgissant des confins inconnus, là où la steppe semble n'avoir ni commencement ni fin. L'Occident voyait ces horizons comme un espace vide, mais pour les nomades, c'était un royaume vivant, façonné par le vent, l'herbe et le mouvement incessant des troupeaux. C'est de ces immensités que jaillit un cavalier dont la mémoire allait traverser les siècles sous un nom chargé d'effroi et de fascination, Attila. Avant que son ombre ne se projette sur l'Europe, il y eut des murmures, des rumeurs portées par les fugitifs et les marchands qui racontaient Blucra la venue d'hommes étranges, rapides comme le vent, inaccessibles comme les nuages, qui changent mais sans cesse de forme. Ce que l'on savait d'eux se résumait souvent à des images confuses. On parlait de visages marqués par les vents d'Asie, d'yeux étroits et perçants, de corps façonnés pour l'endurance plutôt que pour la force brute. Il semblait né pour la selle, et il était dit qu'un Hun passait la majeure partie de son existence à cheval, mangeant, dormant, et même délibérant avec ses semblables sans poser pied à terre. Les Romains, attachés aux murailles, aux routes et aux lois immuables, ne comprenaient pas ce mode de vie fluide, insaisissable, qui défiait toute tentative de classification. Leur monde était celui du mouvement. Les Huns ne connaissaient ni capitale, ni palais, ni temples élevés vers le ciel. Leur demeure était la tente, leur hôtel le vaste horizon, leur cité le campement qui se déplaçait au rythme des saisons et des troupeaux. Cette mobilité leur donnait une force qu'aucun empire sédentaire ne pouvait égaler. Ils surgissaient là où personne ne les attendait, disparaissaient tantali sans laisser de traces, traversant des fleuves que l'on croyait infranchissables. Pour ceux qui les affrontaient, ce n'était pas seulement une armée, mais une ombre mouvante, une tempête d'hommes et de chevaux capables de se dissoudre dans l'espace infini de la steppe. La peur devint leur arme la plus subtile. Avant même que leurs lances ne brillent au soleil, leur réputation précédait leur arrivée. Les villages entendaient en parler d'eux comme d'une menace qui approchait sans qu'on sache d'où elle venait. Leur image se chargeait de réciproques terrifiants. On disait qu'ils buvaient le sang de leurs ennemis, qu'ils dévoraient de la chair crue, qu'ils étaient marqués dès l'enfance par des coutumes étranges qui les rendaient inhumains aux yeux des autres peuples. Peu importait que ces histoires fussent exagérées, elles suffisaient à transformer l'attente de leur venue en cauchemar collectif. Leur apparition bouleversa l'équilibre fragile de l'Europe tardive. Les peuples germaniques, déjà en contact instable avec Rome, furent de se pousser toujours plus vers l'ouest sous la pression de ces cavaliers venus de l'inconnu. Les Wisigoths, les Ostrogoths et tant d'autres nations furent des chassés de leurs terres ancestrales, contraints de chercher refuge derrière les frontières impériales. Ainsi, sans encore avoir affronté directement les légions romaines, les Huns transformèrent déjà la géographie politique du continent. L'Empire, affaibli par ses querelles internes et ses guerres de frontières, dut affronter des foules de réfugiés, des peuples entiers en mouvement, conséquence indirecte de cette force qui progressait inexorablement depuis l'Est. Attila n'était pas encore le maître incontesté que l'histoire allait retenir, mais son peuple portait déjà en lui les germes de cette destinée. Dans le fracas des sabots, dans la poussière soulevée par des colonnes de cavaliers, se dessinait une puissance nouvelle qui n'avait pas besoin de forteresses ni de ports pour imposer son existence. Les Romains, habitués à identifier leurs ennemis par des frontières et des territoires, se retrouvaient en face à une entité sans contour, dont l'absence même de limite devenait une menace. Les observateurs romains, souvent hostiles, décrivaient les Huns comme des êtres sauvages, mais ce jugement révélait davantage leur incompréhension que la réalité. Car derrière l'image de barbares surgissant des steppes se cachait un savoir-faire militaire redoutable. Leur maîtrise du cheval, leur aptitude à l'arc, leur capacité à coordonner des attaques éclairs rendaient en leur stratégie imprévisible. Chaque cavalier hun pouvait décocher une pluie de flèches en pleine course, puis disparaître avant que l'ennemi n'ait eu le temps d'organiser sa défense. Ce mode de combat, fondé sur la mobilité et la surprise,
contrastait avec les batailles rangées auxquelles Rome était habituée. Le sol même des steppes avait façonné cette culture martiale. Grandir dans un monde sans murs, c'était apprendre la vitesse et l'adaptation. Le cheval n'était pas seulement un outil de guerre, mais un prolongement du corps, un compagnon qui rendait possible la survie et la domination. Dans cet univers, le cavalier et sa monture formaient une seule entité, rapide, souple, capable de parcourir des distances immenses en un temps réduit. Cette fusion troublait les sédentaires, car elle donnait aux Ons une aura presque surnaturelle, comme s'ils n'étaient trop pas de simples hommes, mais des créatures façonnées par le vent et la plaine. La rumeur de leur avancée portait toujours une part d'invisible. Nul ne pouvait dire où se trouvait exactement leur camp principal, ni combien d'hommes composaient tant leur armée. Il semblait vraiment surgir du néant, une brume de cavaliers qui se condensait pour frapper, puis se dissipait aussitôt. Cette invisibilité relative nourrissait encore davantage la crainte, car on craint toujours davantage ce que l'on ne peut voir ni mesurer. Rome, qui avait bâti sa puissance sur la connaissance des routes, des cités, des provinces, se retrouvait soudain face à un ennemi que l'on ne pouvait pas enfermer dans une carte. Pour comprendre la force de cette ombre venue de l'Est, il faut imaginer la perception des contemporains. Dans un monde déjà fragile, où l'Empire romain se divisait entre Orient et Occident, où les ressources se raréfiaient, où les frontières s'érodaient, l'arrivée d'un peuple insaisissable ne pouvait être que vécue comme un présage. Ce n'était pas seulement une menace militaire, mais une inquiétude métaphysique. Qui était entre ces cavaliers et qui semblait le poisson ne pas appartenir au même ordre que les autres hommes? D'où venaient-ils réellement, et pourquoi maintenant, à ce moment où Rome vacillait déjà? Les siècles ont transformé cette première apparition en un mythe, mais à l'époque, la sensation devait être celle d'un voile qui se lève, révélant un horizon obscur que personne n'avait prévu. L'ombre grandissait, chaque jour plus proche, chaque rumeur plus insistante. Bientôt, elle allait se concentrer en un nom unique, un homme dont le destin allait incarner la puissance de tout un peuple. Ce nom, encore chuchoté dans les couloirs des cités romaines, allait bientôt devenir un cri de terreur dans tout l'Occident. Et tandis que les chroniques évoquent même ces premiers contacts comme des éclairs fugaces, on comprend que ce n'était que le commencement. L'ombre n'avait pas encore révélé toute son étendue. Derrière elle se préparait la figure d'Attila, le cavalier qui allait unir les tribus dispersées, donner à la rumeur un visage et au mythe une réalité palpable. Il faut imaginer un océan sans eau, un espace qui ne connaît ni rivage ni frontières, seulement une houle verte, faite d'herbes mouvantes. C'est dans cet univers de vent et d'horizon sans fin que naquit la vie des Huns. Les plaines eurasiatiques semblaient n'avoir d'autre mesure que celle du ciel, et les hommes qui les habitaient se confondaient avec leurs chevaux, comme si leur corps n'était qu'un prolongement de cette immensité. Là où les empires dressaient des murs pour marquer leur territoire, eux se contentèrent d'un feu allumé dans la steppe, d'un campement éphémère et de la certitude que demain, le même vent les porterait ailleurs. Ce mode de vie façonnait des êtres sans racines visibles, mais profondément attachés à la mobilité. La sédentarité, perçue par Rome comme un signe de civilisation, apparaissait à leurs yeux comme une prison. Pourquoi se limiter à une seule vallée, à une seule rivière, quand l'horizon entier s'offrait sans entrave? Leur tente se dressait maintenant pour quelques jours seulement, le temps de laisser reposer les troupeaux, puis elle disparaissait un peu comme un mirage, ne laissant derrière elle que des cendres dispersées par la brise. Pour l'étranger, ce peuple semblait errant, mais pour eux, chaque déplacement était une continuité, une fidélité à la nature mouvante de la steppe. Le cheval était au cœur de cette existence. On disait qu'un enfant apprenait à monter avant même de savoir marcher avec assurance. Le lien qui se tissait entre l'homme et l'animal était total. Il servait de monture, de moyen de subsistance, parfois même de refuge contre les intempéries. Le cavalier pouvait dormir sur la selle, manger en chevauchant, tirer à l'arc avec une précision redoutable, alors que sa monture galopait. C'était une fusion qui rendait chaque individu apte à parcourir des distances que les soldats romains n'auraient jamais pu imaginer en si peu de temps. Là où une légion se déplaçait lourdement, chargée de machines et de provisions, les Huns glissaient sur les plaines comme une rafale de vent. Leur rapport à l'espace déconcertait les chroniqueurs occidentaux. Là où Rome voyait des frontières, les Huns percevaient des passages. Les fleuves n'étaient pas des obstacles, mais des lignes mouvantes qu'il suffisait de franchir au bon moment. Les forêts ne formaient pas des barrières, mais des haltes temporaires avant de regagner la mer d'herbe. Dans cette perception fluide du monde, les notions de propriété, de cité, de permanence perdaient à leur sens.
Ce qui comptait n'était pas de posséder la terre, mais de savoir la traverser, de connaître ses ressources cachées, de survivre là où d'autres se perdaient en. Cette mobilité fit naître une discipline particulière dans leur organisation. Contrairement à l'image de sauvages errants, les Huns obéissaient à des règles strictes, à une hiérarchie souple mais respectée. Chaque clan savait quelle part de la steppe lui revenait, non pas pour y bâtir, mais pour y circuler, y chasser, y faire paître les troupeaux. Les alliances et les rivalités se nouaient et se dénouaient au gré des besoins, mais toujours dans le cadre d'une culture partagée où le déplacement n'était pas fuite mais nature même de l'existence. Pour les Romains, cette absence de racines visibles était un signe d'infériorité. Comment pouvait-on appeler civilisation un peuple qui ne bâtissait ni temple, ni amphithéâtre, ni route? Pourtant, cette liberté leur conférait une puissance que Rome n'avait pas prévue. Être sans attache signifiait être insaisissable. Aucune cité ne pouvait être assiégée, car aucune capitale n'existait. Aucun trésor n'était entreposé derrière des murs, car les richesses se trouvaient dans la mobilité même, dans les chevaux, dans la capacité à se déplacer plus vite que l'ennemi. La mémoire des plaines se transmettait par des récits oraux, par des chants murmurés autour du feu, par des gestes répétés d'une génération à l'autre. Cette culture de la voix, fragile aux yeux des sédentaires, était en réalité d'une force rare. Elle ne pouvait être détruite par la chute d'un mur ou l'incendie d'une bibliothèque. Elle voyageait avec les cavaliers, invisibles et indestructibles. Là encore, Rome se heurtait à une logique qu'elle ne comprenait pas. Les plaines infinies donnaient aussi à ces cavaliers une vision du monde empreinte d'étrangeté. Vivre dans un espace sans limite forgeait une conception du temps différente, moins linéaire, plus circulaire, liée aux saisons et aux migrations. Le passé et le présent se confondaient dans le retour constant des paysages, dans l'horizon qui restait le même malgré les kilomètres parcourus. Pour un Romain, dont la mémoire reposait sur les monuments et les pierres gravées, cette absence de traces visibles était synonyme d'oubli. Mais pour un Hun, la steppe elle-même gardait les empreintes de ses ancêtres, invisibles aux étrangers, mais toujours présentes dans le souffle du vent. Il y avait dans cette vie une dureté extrême. Le froid des hivers, la chaleur des étés, les tempêtes soudaines forgeaient en des corps robustes, des esprits habitués à l'adversité. Survivre dans un tel environnement exigeait de chaque membre de la communauté une discipline constante. Les enfants grandissaient dans l'endurance, apprenant très tôt à tirer à l'arc, à supporter la faim et la soif, à trouver dans la steppe les ressources nécessaires. Cette rigueur, loin d'affaiblir, façonnait une armée permanente. Chaque adulte était un cavalier prêt au combat. Chaque mouvement de troupeau pouvait se transformer en déplacement militaire. Leurs ennemis, frappés par la brutalité de leurs attaques, peinaient à comprendre que cette force n'était pas née du hasard, mais d'un mode de vie où guerre et survie se confondaient. Le pillage n'était pas seulement un moyen d'enrichissement, mais une extension naturelle de leur existence nomade. Ce que l'on ne pouvait cultiver ou bâtir, on allait le chercher ailleurs, dans les terres sédentaires qui s'étendaient aux marges de leur univers. Chaque razzia n'était pas un acte isolé, mais l'expression d'une culture mobile qui transformait la guerre en ressource vitale. Et pourtant, derrière cette image de cavalier sans racines, il y avait une forme de cohésion profonde. Leur attachement n'était pas à une terre fixe, mais à l'idée même de la steppe, à l'horizon partagé. Leur identité se nourrissait de ce sentiment d'appartenance à un espace mouvant, toujours le même et toujours changeant. Cet attachement invisible les unissait davantage que ne l'aurait fait des murailles. Lorsque l'on contemple aujourd'hui les récits de ces plaines infinies, on ressent encore cette étrangeté. Un peuple qui choisit de n'avoir pour demeure que l'horizon, qui refuse l'ancrage pour embrasser le mouvement, défie les catégories habituelles de l'histoire. Rome pouvait bien dresser ses frontières et tracer ses routes, mais face aux Hun, elle se heurtait à une logique différente, celle de l'infini. Et de cet infini allait émerger un nom. Un homme qui saurait donner à cette mobilité une direction, à ce peuple dispersé une cohésion inédite. Bientôt l'ombre des plaines prendrait un visage, et l'Occident apprendrait à le redouter. Son nom résonnerait comme un tonnerre dans les vallées romaines. Attila. Nul ne sait avec certitude à quoi ressemblait l'enfance d'Attila. Les chroniques qui nous parviennent furent rédigées pensées par ses ennemis, des moines et des fonctionnaires romains qui, fascinés autant qu'effrayés, voulaient en dresser le portrait d'un être à la fois réel et mythique. Mais derrière ces récits, façonnés par la peur, on devine les contours d'une jeunesse rude, forgée dans les vents infinis des steppes. Un enfant n'appartenait pas à une demeure fixe.
Sa maison était une tente de feutre, démontée et déplacée au gré des saisons, selon les besoins du troupeau et les mouvements du clan. Ses premiers souvenirs furent sans doute ceux du roulis de la plaine, des chevaux qui hennissent dans la nuit, du feu qui brûle au centre du campement. Il n'apprit pas à marcher sur des dalles de pierre, mais sur une terre mouvante, toujours balayée par le souffle du vent. Dès ses premières années, il grandit dans l'incertitude de l'instant, dans une vie où rien n'était durable sinon le ciel au-dessus de sa tête. L'éducation des enfants ne passait pas par l'écriture ou la lecture. Elle se transmettait par le geste, l'exemple, le chant. L'enfant observait les adultes et imitait leurs mouvements. Il apprenait à monter à cheval presque avant de courir, à tendre un arc miniature dont les flèches étaient point déjà capables de blesser un petit animal. Chaque jeu était une préparation à la guerre, chaque exercice un apprentissage de la survie. L'enfance n'était pas un refuge mais un seuil, et l'enfant n'y demeurait pas longtemps. Attila, comme ses pères, dut apprendre à supporter la faim, le froid et la fatigue. La steppe ne pardonnait pas la faiblesse. On raconte que les nourrissons étaient marqués par des rites sévères, certains visant à les endurcir dès les premiers mois. Leur corps se façonnait à la rigueur du climat, et leur esprit à la discipline d'un peuple toujours prêt au combat. L'enfant qui ne résistait pas disparaissait dans l'oubli, tandis que celui qui survivait portait en lui la fierté de son clan. Les historiens romains, fascinés par ces coutumes, décrivaient souvent les Huns comme des êtres déformés par des pratiques étranges. Certains disaient que leur visage était volontairement scarifié, d'autres affirmaient que leur crâne était modelé dès l'enfance pour leur donner une allure inquiétante. Qu'importe la vérité, ces récits nourrissaient une image de monstruosité qui accentuait l'aura de terreur entourant leur nom. Mais il est probable que l'enfance d'Attila, loin des fantasmes, fut semblable à celle des autres enfants de la steppe. Rude, précaire, mais pleine d'une énergie née du vent et du cheval. Être un enfant des steppes signifiait grandir sans racines fixes mais avec un sentiment profond d'appartenance au clan. Les repas étaient pris en commun autour du feu, et chaque histoire racontée par les anciens forgeait une mémoire collective. Les légendes parlaient blanc de héros cavaliers, de batailles contre des peuples oubliés, de la force du ciel qui veillait sur eux. Attila dut entendre ces récits, les absorbant comme des vérités plus solides que n'importe quel monument. Ces voix anciennes murmuraient comme que la steppe ne connaissait pas de fin et qu'elle engendrerait toujours des cavaliers invincibles. On dit qu'Attila fut envoyé jeune encore comme otage auprès des Romains, un usage courant pour garantir des traités entre peuples. Si cette histoire est exacte, elle nous montre un enfant confronté très tôt à deux mondes opposés. D'un côté, l'univers mouvant des tentes et des chevaux, de l'autre, l'ordre figé des villes, avec leurs pierres, leurs lois et leurs hiérarchies. L'enfant dut ressentir cet écart comme une fracture profonde. L'un représentait la liberté rude de la steppe, l'autre la puissance disciplinée d'un empire millénaire. Cette expérience marqua sans doute sa mémoire, lui offrant la conscience des faiblesses de Rome autant que de sa grandeur. Un enfant ne possédait pas de jouets au sens où l'Occident les concevait. Ces divertissements étaient les exercices mêmes qui feraient de lui un guerrier. L'arc miniature devenait vite une arme réelle, le jeu de la chasse un apprentissage de la guerre. À 10 ans, un jeune pouvait déjà accompagner les cavaliers lors de petites expéditions, observer les razzias, s'imprégner de la discipline du clan. Dans un monde où la vie était courte et fragile, il fallait devenir adulte très tôt. Les nuits de la steppe devaient impressionner l'enfant. Le ciel, plus vaste que nulle part ailleurs, se déployait comme une mer d'étoiles sans limite. Chaque lumière pouvait devenir un signe, chaque constellation un récit transmis par les anciens. Attila grandit sous cette voûte immense où l'homme se sentait à la fois minuscule et lié à l'univers. Cette familiarité avec l'infini façonnait un regard particulier, capable de concevoir des entreprises immenses, comme si le monde entier n'était qu'une prolongation de ces plaines ouvertes. L'enfant perdit sans doute très tôt l'innocence. Les guerres entre clans, les affrontements contre les peuples voisins, les morts brutales faisaient partie du quotidien. La violence n'était pas exceptionnelle mais ordinaire, intégrée au cycle de la vie. Grandir ainsi forgeait une vision du monde où la mort n'était jamais loin, où chaque jour devait être saisi avec la force d'une nécessité. Attila, en observant les funérailles anciennes de ses proches, en entendant les cris des batailles, apprit que la survie ne tenait qu'à la vigilance et à la rapidité. Et pourtant, derrière cette dureté, subsistait une forme de tendresse discrète. La communauté entourait l'enfant, veillant sur lui avec la solidarité d'un peuple nomade.
Chaque membre du clan devenait protecteur et éducateur, chaque geste était transmis comme un héritage. Attila n'était pas seulement l'enfant de ses parents, mais celui de toute une communauté de cavaliers. Dans cette éducation partagée, il apprit la loyauté et l'importance de l'unité. Ainsi se forgea, dans le vent et la poussière, dans le froid et la chaleur, l'âme de celui qui deviendrait plus tard le fléau de l'Occident. L'enfant perdu des steppes n'était pas perdu pour son peuple. Il était le reflet même de sa culture, l'incarnation de ses forces et de ses ombres. Quand il atteindrait l'âge adulte, il porterait en lui l'endurance des plaines, la rapidité du cheval et l'invisible puissance d'une enfance façonnée par le ciel et par la terre mouvante. Mais l'enfant, en devenant homme, allait découvrir un monde plus vaste encore. Car si la steppe l'avait façonné, c'était en Europe que son nom allait résonner. Et déjà, au loin, les peuples commençaient à murmurer ce nom qu'ils redoutaient sans encore le connaître. Attila. Bien avant que le nom d'Attila ne se répande comme un souffle de terreur à travers l'Europe, l'ombre des Huns suffisait déjà à bouleverser le monde connu. Leur avancée depuis les profondeurs de l'Asie avait déclenché une réaction en chaîne qui fit vaciller l'équilibre fragile des peuples établis. Chaque pas de leurs chevaux repoussait devant eux des tribus entières, contraignant d'autres à fuir, à s'exiler, à franchir des frontières qui semblaient jusqu'alors immuables. Ce n'était pas seulement un peuple en marche, c'était une onde de choc qui se propageait, bousculant tout sur son passage, une tempête humaine dont l'œil restait insaisissable. Les premiers à ressentir cette pression furent les Alains, installés dans les steppes de la Volga. Cavaliers eux-mêmes, ils connaissaient Brognier la dureté des plaines, mais face aux Huns, leur habileté sembla soudain dérisoire. Leurs traditions furent d'un brisé, leurs familles dispersées, et nombre d'entre eux choisirent de se soumettre, d'intégrer cette force qui paraissait invincible. D'autres, refusant la domination, s'élancèrent vers l'ouest cherchant refuge auprès des peuples germaniques. Ainsi, le mouvement des Huns devint un moteur de migration, un souffle qui précipitait d'innombrables communautés dans l'inconnu. Puis vinrent les Ostrogoths. Établis au nord de la mer Noire, ils avaient construit un royaume puissant, héritier des contacts avec l'Empire romain. Mais leur puissance fut balayée par l'arrivée soudaine des cavaliers de la steppe. Incapables de résister à la rapidité et à la cruauté des Huns, ils furent contraints de se plier à leur autorité. Leurs rois devinrent des vassaux, leurs guerriers des alliés forcés. Ce fut un choc immense pour un peuple habitué à défier Rome elle-même. La soumission aux Huns fut vécue comme une humiliation, mais elle témoigne de l'irrésistible force de cette nation sans murailles, qui réduisait à néant des royaumes installés depuis des générations. Les Wisigoths, quant à eux, n'attendirent peut-être pas d'être écrasés. Voyant l'ombre approcher, ils choisirent de l'exil, franchissant le Danube pour entrer dans l'Empire romain en quête de protection. Leur migration déclencha des conflits sanglants, marqués par la terrible bataille d'Andrinople en 378, où l'armée romaine subit une défaite décisive. Si les Wisigoths devinrent l'un des grands ennemis de Rome, c'est en partie parce que l'avancée des Huns les avait arrachés à leurs terres ancestrales. Ainsi, sans même lever la main, les cavaliers des steppes fandonaient importance de forceta les autres tamés, farcheol qu'à se heurter aux murailles de l'Empire, provoquant des fractures irréversibles dans son organisation. Les Vandales, les Suèves, les Burgondes et tant d'autres peuples germaniques sentirent eux aussi cette pression invisible. Certains s'enfoncèrent en Gaule, d'autres descendirent jusqu'en Hispanie, d'autres encore traversèrent la Méditerranée pour fonder des royaumes en Afrique du Nord. Partout, l'empreinte des Huns se faisait sentir comme une poussée irrésistible. Les chroniqueurs romains parlaient en Rome d'un déferlement de barbares, mais derrière ces déplacements se cachait une cause commune, la peur des cavaliers de l'Est. Cette peur n'était pas seulement militaire, elle avait une dimension plus profonde, presque surnaturelle. Les récits exagéraient souvent les traits des Huns, les décrivant comme des créatures monstrueuses, au visage difforme, aux mœurs inhumaines. On les accusait de boire le sang de leurs ennemis, de dévorer de la chair crue, de vivre comme des bêtes sauvages. Ces exagérations servaient à nourrir une terreur collective, mais elles traduisent aussi l'impuissance de ceux qui les décrivaient. Face à un ennemi si différent, si insaisissable, l'esprit humain préférait le diaboliser, en faire une incarnation du chaos. Le nom même des Huns se chargea d'une force symbolique. Dans les villages, il suffisait de murmurer leur approche pour provoquer des fuites massives. Des familles abandonnaient dans leur foyer, des communautés entières se réfugiaient derrière les murailles des cités. La réputation voyageait plus vite que les cavaliers.
et bien souvent, la peur faisait plus de ravages que les batailles elles-mêmes. Cette arme invisible, les Huns l'entretenaient et l'utilisaient avec habileté, sachant que l'ennemi terrifié était déjà à moitié vaincu. Ce climat de panique rejaillit sur Rome. L'Empire, déjà divisé entre Orient et Occident, affaibli par les querelles internes et les pressions économiques, voyait affluer vers ses frontières des foules de réfugiés. Chaque peuple chassé par les Huns devenait une menace potentielle, un nouvel ennemi à gérer. Les provinces frontalières se transformaient en zones de tension permanente, où la stabilité s'effritait jour après jour. Les généraux romains devaient négocier avec ces nations en fuite, parfois les intégrer, parfois les combattre, mais toujours dans l'ombre grandissante des cavaliers qui les avaient poussés jusque-là. Et pourtant, dans cette succession de migrations, il est frappant de constater que les Huns eux-mêmes demeuraient insaisissables. Ils apparaissaient, frappaient, puis disparaissaient, laissant derrière eux des royaumes brisés et des peuples errants. Leur force ne résidait pas seulement dans leurs armes, mais dans cette capacité à rester invisibles, à n'être jamais là où on les attendait. Rome pouvait affronter les Wisigoths, négocier avec les Vandales, mais face aux Huns, elle ne savait pas où frapper. C'était comme lutter contre une ombre mouvante, insaisissable par nature. Avant même qu'Attila ne prenne la tête de ses guerriers, la simple avancée de son peuple avait redessiné la carte de l'Europe. Elle avait brisé des royaumes, provoqué des batailles décisives, affaibli un empire déjà fragile. Le cavalier n'était pas encore connu, mais son peuple avait déjà marqué l'histoire. La terre tremblait sous leurs sabots, et les murmures couraient de village en village, d'un rivage à l'autre. Une force inconnue approchait, et nul ne pouvait l'arrêter. Ainsi le nom d'Attila naquit dans un terreau déjà fertile de peur et de légendes. Lorsqu'il prit le pouvoir, il n'eut pas besoin de bâtir sa réputation. Elle l'attendait déjà, nourrie par des décennies de rumeurs et de fuites. Les peuples tremblaient avant même de voir son visage, comme si la terre elle-même annonçait son arrivée. Ce fut là le véritable héritage de son enfance, entrer dans un monde où la peur avait déjà pavé son chemin. Mais bientôt, derrière la rumeur, se dessinerait une silhouette précise. Derrière la peur diffuse, un nom allait s'incarner. Ce cavalier, cet enfant des steppes, allait devenir l'instrument de cette terreur, le visage que l'Europe associerait à l'ombre de l'Est, et son règne, bien que bref, marquerait à jamais la mémoire des peuples. Pour comprendre les Huns, il ne suffit pas d'observer leurs batailles ou leurs razzias. Leur véritable secret se cache dans la relation intime qu'ils entretenaient avec leurs chevaux. Plus qu'un moyen de transport, plus qu'une arme de guerre, le cheval était pour eux une extension du corps et de l'âme. Sans lui, ils n'étaient que rien. Avec lui, ils devinrent une tempête. Les chroniqueurs romains, fascinés et effrayés, décrivaient ces cavaliers comme inséparables de leur monture. On racontait qu'un Hun pouvait passer des jours entiers sans poser pied à terre, mangeant, dormant, conversant et même concluant des affaires sur le dos de son cheval. Cette image, que certains jugeaient exagérée, contenait néanmoins une part de vérité. Les Huns avaient construit toute leur civilisation autour de cet animal, à tel point qu'il devenait impossible de distinguer où finissait l'homme et où commençait la monture. Leur secret résidait d'abord dans l'élevage. Les chevaux huns n'étaient peut-être pas semblables à ceux que l'on trouvait dans les haras romains. Plus petits, trapus, endurants, ils n'avaient pas la beauté sculpturale des chevaux de parade, mais une robustesse incomparable. Ils pouvaient ensemble parcourir de longues distances sans repos, survivre avec peu de nourriture, résister aux hivers glacés et aux étés brûlants. Là où les montures romaines s'épuisaient, les chevaux des steppes continuaient leur route, portés par une endurance forgée par des siècles de sélection naturelle. Dès l'enfance, chaque un se liait à un cheval particulier. Le jeune cavalier grandissait avec lui, partageant ses épreuves, apprenant à comprendre ses réactions les plus infimes. Ce lien intime donnait naissance à une complicité silencieuse, un langage fait de pression, de gestes presque imperceptibles. Là où d'autres peuples avaient besoin d'ordres criés ou de rênes tirées avec force, le Hun guidait sa monture par une simple inclinaison du corps, par un contact léger de la jambe. L'homme et l'animal formaient une unité indissociable, capable de réagir avec une rapidité qui déconcertait leurs adversaires. Leur art de la guerre naissait de cette maîtrise. À cheval, le Hun pouvait tirer à l'arc en pleine course, décochant une pluie de flèches tout en changeant de direction. Cette technique, perfectionnée au fil des générations, faisait d'eux des archers redoutables.
Les ennemis, habitués aux charges frontales ou aux formations rigides, se retrouvaient et déstabilisés par ces attaques fluides, où les cavaliers surgissaient de toutes parts, frappaient puis disparaissaient avant qu'on ait eu le temps de riposter. C'était une guerre de mouvement, une danse meurtrière où le cheval était le partenaire principal. Mais au-delà du champ de bataille, le cheval était présent dans tous les aspects de leur vie. Il leur fournissait le lait dont on tirait une boisson fermentée, l'airague qui nourrissait et réchauffait. Sa chair servait de nourriture lors des campagnes les plus difficiles. Sa peau devenait des vêtements, des abris, des équipements. Son importance dépassait la simple utilité. Il incarnait la liberté même. Posséder un cheval, c'était posséder le monde. En être privé, c'était devenir vulnérable, presque un étranger parmi les siens. Les récits racontent aussi que les Huns savaient épuiser leurs chevaux sans jamais les briser. Ils les menaient dans des courses interminables, mais savaient aussi les laisser paître dans les plaines, les ménager au besoin. Le respect, mêlé de rudesse, marquait cette relation. Le cheval n'était pas un objet, mais un compagnon de route, un frère silencieux. Attila lui-même, dans son ascension, dut son pouvoir autant à sa ruse qu'à la rapidité de ses montures. On disait que son armée pouvait parcourir en quelques jours des distances que d'autres mettaient des semaines à franchir. Cette mobilité lui donnait un avantage décisif. Il frappait où on ne l'attendait pas, traversait les fleuves et les forêts avec une légèreté qui déconcertait les Romains. La réputation des chevaux huns était telle que certains peuples soumis tentèrent d'adopter leur méthode d'élevage et de combat. Mais il manquait toujours quelque chose, l'esprit même de la steppe, car il ne suffisait pas d'avoir un cheval robuste pour devenir huin. Il fallait être né dans cet espace infini, grandir dans le balancement de la selle, respirer le vent en galopant sans fin. Cette fusion ne s'enseignait pas, elle s'héritait, elle se vivait. Pour Rome, cet art demeurait un mystère. Les légions, lentes et lourdes, étaient conçues par rang, conçues pour des batailles rangées. Même les unités de cavalerie romaines, inspirées par les peuples barbares, ne parvenaient pas à rivaliser avec cette fluidité. Les généraux tentaient donc de les piéger, de les enfermer, mais les Huns échappèrent toujours. Leur secret n'était pas une stratégie écrite, mais un mode de vie tout entier. Ils n'avaient pas besoin de cartes ni de plans, car leur mémoire était celle de la steppe, et leurs chevaux en étaient les guides. Les chroniqueurs chrétiens, cherchant à expliquer cette puissance, allaient jusqu'à voir dans le cheval huin une créature démoniaque, presque surnaturelle. Ils disaient que ces montures n'étaient pas des bêtes ordinaires, mais des compagnons infernaux, capables de porter leur maître avec une endurance surhumaine. Derrière ces exagérations, il y avait une vérité plus simple, le lien indissoluble entre l'homme et l'animal, entre le cavalier et la plaine. Dans les récits transmis, on retrouve aussi des histoires de chevaux sacrifiés lors de funérailles, accompagnant leur maître dans la mort comme ils l'avaient fait dans la vie. Cette pratique témoignait du rôle spirituel que jouait l'animal dans leur culture. Le cheval n'était pas seulement une aide terrestre, il devenait aussi un guide pour l'au-delà, un compagnon dans le voyage invisible. Attila lui-même, dit-on, fut enterré avec ses chevaux favoris, afin que même dans l'ombre de la mort, il conserve cette force qui avait fait de lui un roi. Le secret des chevaux huns ne se résume donc pas à une simple technique. C'était une vision du monde, une manière d'habiter la terre en mouvement. Là où d'autres peuples bâtissaient des routes pour relier leurs cités, eux se contentaient des sabots de leurs montures. Là où d'autres dressaient des murailles et fauteuils pour se protéger, eux se fiaient à la vitesse de leur galop. Le cheval était leur forteresse, leur temple, leur mémoire vivante. Ce secret, Rome ne put jamais l'égaler. Elle pouvait vaincre des peuples, annexer des royaumes, absorber des traditions, mais elle ne parvint jamais à reproduire cette fusion unique. Les Huns, grâce à leurs chevaux, restèrent insaisissables, comme un souffle venu d'ailleurs, une tempête qui traverse le monde sans jamais s'y fixer. Et lorsque le nom d'Attila commença à résonner, ce fut toujours accompagné du fracas des sabots, car son pouvoir ne venait pas seulement de sa volonté, mais de ses compagnons infatigables qui faisaient de chaque mouvement une menace, de chaque horizon un champ de bataille. Bientôt cette force allait se tourner directement contre Rome. L'ombre qui venait de l'Est, portée par le galop incessant, allait s'approcher des murs impériaux. Et là, le monde antique découvrirait ce que signifiait réellement la peur. Lorsque la nuit descendait sur les plaines, le camp huin s'illuminait d'une multitude de foyers. De loin, cela ressemblait à une constellation terrestre, une image mouvante qui apparaissait puis disparaissait avec la même soudaineté que leur chevauchée. Ces foyers étaient le cœur battant d'une vie collective, où se mêlaient
chaleur, rituel et murmure. Et au milieu de cette obscurité, dressées comme des ombres immenses, se tenaient les tentes noires, symbole de leur identité et de leur force. La tente 1 n'était pas seulement un abri. Elle incarnait le monde entier, du cavalier et de sa famille. Faite de feutres sombres, tendus sur une ossature de bois, elle se confondait avec la couleur de la nuit, comme pour rappeler que la vie du nomade ne laissait pas de traces durables. À l'intérieur, on trouvait l'essentiel: des pots pour dormir, des chaudrons pour cuire la viande, des arcs soigneusement suspendus et les souvenirs invisibles d'ancêtres évoqués autour des flammes. Chaque tente pouvait être démontée en un instant, transportée sur des chariots, puis reconstruite ailleurs. Cette mobilité n'était pas un hasard, mais la traduction matérielle d'un peuple façonné par le mouvement. La fumée des feux montait vers le ciel, emportant avec elle les odeurs de viande bouillie, de lait fermenté, de graisse brûlée. Elle enveloppait le camp d'une atmosphère à la fois familière et inquiétante pour les étrangers, car pour les Romains et les peuples voisins, ces foyers étaient le signe de la menace qui avançait. Chaque flamme signifiait une troupe en marche, chaque colonne de fumée une armée invisible qui se rapprochait. Mais pour les Huns eux-mêmes, le feu était un repère, un centre fragile, mais essentiel autour duquel se tissait la vie. Les nuits uniques étaient bras marquées par la récitation des récits. Les anciens prenaient la parole, racontant des histoires de héros, de batailles passées, de pactes anciens avec le ciel. Ces voix, portées par le crépitement du feu, nourrissaient la mémoire d'un peuple sans écriture. Chaque enfant, chaque jeune cavalier absorbait ces récits comme une vérité. Ainsi, même sans pierre ni parchemin, l'histoire circulait, immuable dans ses grandes lignes, mouvante dans ses détails. La tente devenait un sanctuaire, un lieu où la parole tenait lieu de livre. Les observateurs romains, fascinés et horrifiés, décrivaient ces campements comme des foyers de sauvagerie. Ils ne voyaient que la rudesse, l'absence de raffinement, les repas pris dans la graisse et la fumée. Mais ils ne comprenaient pas que cette simplicité était la clé de la force unique. Dans un monde où tout pouvait être abandonné en un instant, rien ne les retenait. Leur richesse n'était pas dans les objets, mais dans la mobilité, dans la capacité de repartir toujours plus loin. Les tentes noires, lourdes de feutre, n'étaient pas des prisons. Elles mettaient des ailes. La disposition du camp obéissait pourtant à un ordre. Le roi et ses proches occupaient dans le centre, entourés de leurs gardes et de leurs chefs alliés. Autour, les clans se répartissaient selon leurs rangs et leurs alliances. Cette organisation, souple mais claire, permettait à chacun de savoir où trouver sa place. La tente royale, plus vaste, se distinguait par son faste relatif: tapis de fourrure, objets pris lors des pillages, coupes d'or offertes ou arrachées aux empires voisins. Mais malgré ce luxe, elle restait une tente démontable, soumise au vent, rappelant que même le pouvoir suprême n'échappait pas au mouvement éternel de la steppe. La vie quotidienne dans ces espaces clos était rythmée par la préparation des repas, la réparation des armes, les discussions politiques. Les femmes jouaient un rôle central, non seulement dans l'entretien du camp, mais aussi dans la transmission des savoirs et la gestion des alliances. Elles étaient souvent les médiatrices, celles qui rappelaient la mémoire des ancêtres et assuraient la continuité entre les générations. Dans la pénombre de la tente, elles murmuraient des chants qui accompagnaient le sommeil des enfants, des chants où se mêlaient la rudesse du monde et la tendresse du clan. Les feux, eux, servaient aussi de lien avec le ciel. Les Huns voyant dans la flamme une présence sacrée, un intermédiaire entre l'homme et les forces invisibles. Le feu réchauffait, nourrissait, protégeait des esprits malveillants. Il était entretenu avec soin et certains rituels consistaient à offrir aux flammes une part du repas comme pour honorer les puissances invisibles qui régissaient la steppe. La fumée montant vers l'infini devenait un pont entre le monde terrestre et celui des esprits. Pour les ennemis qui observaient ces campements de loin, la vue des tentes noires inspirait une peur profonde. Elles apparaissaient comme des signes d'invasion imminente, des taches pestes sombres sur l'horizon, annonçant que les cavaliers n'étaient pas loin. La fumée qui montait dans le ciel, visible de très loin, ressemblait à un présage, un avertissement silencieux. Rome elle-même redoutait ces signaux. Un camp Hun installé trop près des frontières signifiait des négociations forcées ou des pillages à venir. Dans cette simplicité se cachait pourtant une puissance culturelle. Le camp était à la fois fragile et invincible. Fragile parce qu'il pouvait être brûlé en quelques instants. Invincible parce qu'il pouvait renaître ailleurs, identique sans jamais perdre son essence. Contrairement aux cités romaines,
qui, une fois détruites, laissaient des ruines, les tentes uniques ne laissaient rien. Leur disparition les rendait insaisissables, comme si elles n'avaient jamais existé. Cette capacité à effacer leurs traces fascinait autant qu'elle inquiétait. La nuit, lorsque le vent soufflait sur la plaine, les tentes bruissaient comme des voiles, et le feu projetait sur leurs parois des ombres déformées. Pour un étranger, ces silhouettes dansantes pouvaient en sembler menaçantes, comme si des esprits prenaient rare vie dans la toile sombre. Pour les Huns, c'était au contraire une familiarité rassurante, l'écho visuel d'un monde où le visible et l'invisible se confondaient. Ainsi vivaient les Huns, entre ombre et flamme, entre mobilité et enracinement invisible. Leur secret ne résidait pas seulement dans la vitesse de leurs chevaux, mais aussi dans cette capacité à créer partout un foyer, puis à le laisser derrière eux sans regret. Les tentes noires et la fumée des feux incarnaient en cette philosophie de l'éphémère, où la solidité venait non pas des murs, mais de l'esprit. C'est dans ces campements que grandit la légende d'Attila. Chaque feu, chaque récit murmuré, chaque rituel nocturne contribuait à façonner l'image du chef appelé à incarner son peuple. La tente royale, au centre, n'était pas seulement le lieu où se prenaient les décisions politiques, mais aussi le théâtre d'une mémoire collective. Dans l'ombre de ces parois, l'histoire se tissait, préparant l'avènement de celui qui allait devenir la terreur de l'Occident. Et bientôt, de ces tentes noires se lèverait une fumée plus inquiétante encore, celle des villages incendiés, des villes assiégées, des empires contraints de plier. Car si le feu avait réchauffé et nourri les clans, il allait aussi devenir l'instrument de la guerre. La lumière paisible des foyers se transformerait en brasier et l'Europe entière verrait dans cette fumée le signe de son malheur. Lorsque l'ombre des Huns atteignit enfin les frontières de Rome, l'Empire se retrouva face à une énigme. Depuis des siècles, Rome avait affronté des ennemis de toutes sortes, rois orgueilleux, armées de l'opinion disciplinée, tribus farouches. Mais toujours, ces adversaires pouvaient être contenus, étudiés, vaincus selon les règles connues de la guerre. Les Huns, eux, échappèrent à toute logique. Ils surgissaient de nulle part, frappaient comme un orage, puis disparaissaient avant même que les légions aient eu le temps de se mettre en ordre. Pour les Romains, habitués aux forteresses et aux lignes de front, c'était comme combattre un vent furieux, insaisissable et pourtant destructeur. Les premières rencontres laissèrent une impression de malaise profond. Les chroniqueurs décrivaient des cavaliers aux visages étranges, aux regards perçants, qui tiraient point des flèches avec une précision mortelle tout en galopant à une vitesse inégalée. Leurs montures semblaient infatigables, leurs mouvements imprévisibles. Les légions, lourdes et organisées, se retrouvaient paralysées face à ces attaques qui ne ressemblaient à rien de connu. Le combat, au lieu d'être une rencontre frontale, devenait une succession d'escarmouches, une danse sanglante, où Rome paraissait toujours en retard d'un pas. À cette différence militaire s'ajoutait un sentiment d'étrangeté culturelle. Rome, même lorsqu'elle affrontait les Germains ou les Perses, pouvait encore reconnaître des structures familières, des royaumes, des chefs, des armées qui se battaient pour un territoire. Avec les Huns, rien de tel. Ils n'avaient pas de capitale à assiéger, pas de palais à brûler, pas de villes à occuper. Ils se déplaçaient sans cesse, laissant Rome frapper dans le vide. C'était un ennemi sans centre, sans repère fixe, une force qui semblait défier les catégories politiques de l'Antiquité. Cette invisibilité stratégique plongea l'Empire dans l'incertitude. Comment négocier avec des cavaliers qui apparaissaient soudain pour exiger des tribus, puis s'évanouissaient dans les steppes? Comment prévoir les attaques d'un peuple qui n'annonçait jamais ses intentions et se riait des frontières? Les généraux romains se trouvaient démunis, car leur savoir-faire reposait sur la maîtrise de l'espace et du temps. Or, les Huns dominaient précisément ces deux éléments, transformant l'espace en horizon mouvant et le temps en surprise permanente. La peur amplifiait cette difficulté. Dans les villages de Pannonie, de Mésie ou de Thrace, on murmurait leur approche comme on parlerait d'un fléau divin. Les habitants fuyaient avant même l'arrivée des cavaliers, abandonnant maisons et récoltes. Rome voyait ainsi ses provinces se vider, non pas sous les coups directs de l'ennemi, mais sous l'effet de sa réputation. La terreur devenait une arme plus efficace que l'épée, et l'Empire, déjà miné par des révoltes internes et des invasions multiples, se retrouvait incapable de contrôler cette fuite généralisée. Pourtant, Rome ne pouvait ignorer ses cavaliers invisibles. Si elle ne parvenait pas à les vaincre, elle devait au moins les acheter. C'est ainsi que commencèrent de les tribus, ces paiements réguliers en or et en marchandises que les empereurs acceptèrent de verser pour obtenir une fragile paix.
Mais chaque accord renforçait le prestige des Huns. Chaque pièce d'or versée devenait une preuve de la faiblesse romaine. Les Huns ne voyaient pas ces tribuns comme une concession. Pour eux, c'était le signe que Rome reconnaissait leur supériorité. Les ambassades romaines qui traversaient les steppes pour rencontrer les chefs Huns rapportaient en eux des récits troublants. Elles décrivaient tenant des camps mouvants, des banquets où l'on buvait du lait fermenté et du sang, des festins où les viandes rôtissaient sur des feux fumants. Elles évoquaient surtout la figure d'Attila, qui commençait à émerger comme un chef d'une autorité sans égale. Rome découvrait qu'elle ne faisait pas seulement face à un peuple errant, mais à une organisation qui, peu à peu, se cristallisait autour d'un homme. Ce cavalier invisible prenait alors un visage. Attila n'était pas un roi comme les autres. Il ne se drapait pas dans le luxe, ne construisait pas de palais. Sa tente restait simple, dépouillée, contrastant avec la richesse que l'on trouvait dans celle de ses lieutenants. Cette sobriété, loin de diminuer son prestige, le renforçait. Elle montrait qu'il n'avait pas besoin de faste pour imposer son autorité. Son pouvoir venait de sa présence, de la certitude qu'il incarnait la volonté des dieux de la steppe. Pour les Romains, habitués à juger la puissance à travers les monuments, ce fut un choc. Ils ne savaient comment mesurer un chef dont la grandeur résidait dans l'absence d'apparat. Les légats romains décrivirent aussi son regard calme et froid, capable de glacer ceux qui osaient bon le soutenir. Ce n'était pas un chef bruyant, mais une force silencieuse. Là encore, Rome était déroutée. Elle avait affronté des tyrans colériques, des généraux arrogants, mais rarement un homme dont la puissance se nourrissait du silence. Attila était comme son peuple, insaisissable, invisible dans sa manière même d'imposer la peur. L'Empire comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement d'un ennemi de plus, mais d'une menace existentielle. Les Huns ne voulaient pas être intégrés comme tant d'autres barbares, ils ne cherchaient pas à se fondre dans le monde romain. Ils restaient à part, refusant l'assimilation. Cette différence radicale faisait d'eux un adversaire unique, qui ne pouvait être apprivoisé. Et pourtant, Rome, malgré son orgueil, dut plier. Les traités se succédèrent, les paiements augmentèrent, et à chaque fois, l'inquiétude grandissait. Car derrière ces concessions, chacun pressentait que la paix n'était qu'un répit, une pause avant une nouvelle tempête. Le cavalier invisible, celui qui frappait sans prévenir, se rapprochait toujours plus. La mémoire collective commença à associer ce nom à des images de désolation. On murmurait qu'Attila était le fléau de Dieu, envoyé pour punir les péchés des hommes. Cette interprétation religieuse donnait à la menace une dimension nouvelle. Elle n'était plus seulement politique ou militaire, mais cosmique. Rome voyait dans le Hun non pas un simple adversaire, mais une incarnation du châtiment divin. L'invisible devenait ainsi double, invisible par sa stratégie, invisible aussi par la puissance mystérieuse qu'on lui attribuait. Face à lui, l'Empire romain se révéla vulnérable. Ses murailles, ses routes, ses légions ne suffisaient plus. Tout ce qui avait fait sa grandeur se montrait inutile devant un peuple qui refusait d'entrer dans ces catégories. Le cavalier invisible ne cherchait pas à détruire Rome selon ses propres règles. Il la dissolvait de l'extérieur en brisant ses certitudes, en renversant son ordre par sa seule existence. Et lorsque Attila décida de tourner son regard vers l'Occident, ce fut comme si l'ombre elle-même prenait une direction. Rome comprit que l'heure approchait où le vent des steppes soufflerait directement sur ses murs. Le cavalier invisible devenait une tempête bien réelle, prête à balayer un monde déjà fragile. Dans l'univers mouvant des steppes, la fidélité n'avait pas la même signification que dans les royaumes de pierre. Les Huns, comme tant de peuples nomades, vivaient dans un équilibre fragile où chaque clan conservait son autonomie tout en suivant le chef suprême. Pour maintenir cette cohésion, il fallait une intelligence politique subtile, une capacité à tisser des liens aussi vite qu'à les rompre. Attila, maître de ce jeu, fit de l'alliance et de la trahison non pas des accidents, mais des instruments de puissance. Les Romains, héritiers d'une longue tradition diplomatique, pensaient comment se comprendre l'art des traités. Ils savaient négocier, signer des accords, offrir des tributs en échange de la paix. Mais face à Attila, ils découvrirent une stratégie différente, où l'engagement n'était jamais définitif, où chaque promesse n'était qu'une étape vers un avantage futur. L'alliance, dans ce contexte, n'était pas un lien sacré, c'était une arme, une forme de manipulation qui permettait de diviser les adversaires, de les pousser les uns contre les autres. Attila excellait dans cet art. Il savait offrir sa protection à un peuple menacé, puis retourner cette protection en exigence, transformant des alliés en vassaux. Les Ostrogoths, soumis à son autorité, en firent l'expérience.
Ils avancent d'abord trouver en lui un protecteur contre d'autres menaces, mais bientôt cette protection devint domination, et leur liberté se dissout dans l'ombre du roi des Huns. Les Alains, d'abord ennemis, furent intégrés à ses rangs après avoir accepté des conditions sévères. Ainsi, peu à peu, Attila transforma l'hostilité en soumission, la neutralité en dépendance. Sa stratégie vis-à-vis de Rome relevait du même principe. Il savait alterner entre la menace et la négociation, exigeant des tributs là toujours plus lourds, mais offrant en échange une paix précaire. Les empereurs, conscients de leur faiblesse, cédaient souvent, croyant gagner du temps. Mais chaque concession renforçait la position d'Attila, qui utilisait ses tribus pour nourrir son prestige et entretenir ses troupes. Rome croyait acheter la tranquillité. En réalité, elle alimentait la machine de guerre qui la menacerait plus encore. Ce jeu complexe s'accompagnait de manœuvres plus subtiles encore. Attila encourageait Théma les divisions au sein de l'Empire, soutenant tantôt l'Orient, tantôt l'Occident, selon ses intérêts. Il savait exploiter les rivalités entre Constantinople et Ravenne, utilisant l'un pour affaiblir l'autre. Ses ambassades rapportaient en les tensions, les querelles de cour, les ambitions des généraux. Et à chaque fois, il trouvait le moyen d'en tirer profit. Mais sa ruse ne se limitait pas aux grands empires. Les petites tribus voisines, elles aussi, étaient emprises dans ce filet de promesses et de menaces. Attila savait offrir des cadeaux, des mariages, des pactes pour attirer un chef dans son orbite. Puis, lorsque l'occasion se présentait, il n'hésitait pas à briser ses liens, transformant les anciens alliés en victimes. Ce cycle incessant créait un climat de méfiance généralisée, où nul ne pouvait prévoir si l'ami d'hier ne deviendrait pas l'ennemi de demain. La trahison dans ce monde n'était pas perçue comme une faute morale. Elle faisait partie du jeu. Les Romains eux-mêmes utilisaient l'encre la duplicité, mais chez Attila, elle atteignait un raffinement singulier. Il savait paraître fidèle jusqu'au moment où le retournement devenait nécessaire. Son silence, sa sobriété, renforçaient cette impression de contrôle absolu. On ne pouvait jamais lire clairement ses intentions, et c'est dans ce flou que naissait sa puissance. Les récits de ses négociations montrent cet art du double langage. Il accueillait les ambassadeurs avec hospitalité, mais glissait dans ses propos des menaces voilées. Il promettait la paix, mais rappelait que son armée n'était jamais loin. Il acceptait un tribut, puis revenait quelques années plus tard, exigeant davantage sous prétexte que l'accord n'avait pas été respecté. Ce cycle sans fin plaçait Rome dans une position d'infériorité permanente. Elle devenait prisonnière de ses propres concessions. Attila savait aussi se servir des femmes comme instrument de son jeu politique. Les mariages, les fiançailles, les promesses d'union étaient utilisés pour sceller des alliances temporaires. La légende raconte que même la sœur de l'empereur Valentinien III, Honoria, aurait envoyé un appel à Attila, lui proposant sa main pour échapper à un mariage imposé. Qu'importe la véracité de cette histoire, elle révèle la réputation qu'avait acquise le roi des Huns, celle d'un homme capable de transformer les désirs et les faiblesses des autres en levier pour son ambition. L'alliance et la trahison se mêlent ainsi comme les deux faces d'une même stratégie. Dans ce jeu mouvant, personne n'était sûr de rien. Les peuples voisins vivaient dans l'attente, redoutant le moment où l'accord passé avec Attila se retournerait contre eux. Cette incertitude était en elle-même une arme. Elle affaiblissait les adversaires avant même la bataille, les poussant à l'inquiétude, à la méfiance mutuelle. Pendant que Rome hésitait, que les peuples germaniques s'entre-déchiraient, Attila consolidait son pouvoir. Pour les chroniqueurs chrétiens, cette duplicité confirmait l'idée que les Huns étaient liés aux démons. Ils voyaient dans leur retournement incessant une marque d'infidélité, d'absence de foi. Mais ce jugement moral ne faisait que masquer une réalité plus simple. Attila avait compris que dans un monde en décomposition, l'incertitude était plus puissante que l'épée. L'alliance et la trahison devenaient des armes aussi redoutables que ses cavaliers. Au fil des années, ce système transforma les Huns en arbitres de l'équilibre européen. Rien ne se décidait sans tenir compte de leurs réactions. Les empires payaient, les rois germaniques pliaient, les tribus hésitaient. Et au centre de ce réseau de loyauté fragile et de trahison calculée, se tenait Attila, maître de l'ombre, dont la parole suffisait à faire trembler des royaumes entiers. Mais ce jeu avait un prix. Plus la toile s'élargissait, plus elle devenait fragile. Chaque trahison nourrissait la haine, chaque alliance rompue semait la méfiance. Et si pour un temps cela donnait à Attila un pouvoir absolu, cela préparait aussi les fractures futures. Car un empire bâti sur la peur et la duplicité peut s'effondrer dès que la terreur s'affaiblit. Pour l'heure, pourtant, l'art de l'alliance et de la trahison donnait à Attila une supériorité incontestée.
Rome se voyait contrainte d'obéir, les peuples se voyaient forcés de céder. Le roi des Huns régnait non seulement par ses cavaliers, mais par sa capacité à manipuler les cœurs et les esprits. Dans ce théâtre mouvant, chaque promesse pouvait se transformer en menace, chaque sourire en piège. Et bientôt, cet art allait atteindre son apogée. Car Attila, fort de ses tribus et de ses alliances fragiles, s'apprêtait à lancer ses campagnes les plus audacieuses. L'Europe entière, du Danube jusqu'aux rives de la Seine, allait sentir le souffle de cette stratégie implacable. L'alliance et la trahison, maniées avec une précision de maître, deviendraient sur les instruments d'une tempête qui, pour un temps, sembla vouloir engloutir le monde. Lorsque les Huns s'avançaient en Messie vers les frontières de Romaine, ce n'était pas seulement pour tester la résistance des légions. C'était aussi pour tendre une main avide vers les richesses amassées par des siècles d'ordre impérial. Rome, dans sa grandeur, avait accumulé l'or, l'argent, les étoffes et les pierres précieuses venues des quatre coins du monde connu. Ces trésors, sortes des fruits d'un commerce raffiné et d'un art délicat, semblaient appartenir à une civilisation stable, protégée par ses murailles et ses lois. Mais face aux cavaliers, des pentes des steppes, rien n'était vraiment à l'abri. Les campagnes uniques, souvent décrites par les chroniqueurs comme des vagues de pillage, avaient une double nature. Elles étaient d'une destruction, certes, mais elles étaient aussi appropriation. Les Huns n'étaient donc pas indifférents aux richesses dont ils arrachaient en an. Chaque razzia se terminait par des chariots remplis d'or et de butin, par des otages précieux, par des objets symboliques d'obéissance qui allaient enrichir non seulement les coffres, mais aussi le prestige d'Attila. L'or romain, une fois versé en tribut ou saisi par la violence, se transformait en instrument de pouvoir, redistribué pour renforcer la loyauté des clans, pour financer les banquets, pour récompenser les guerriers les plus fidèles. Les trésors arrachés aux empires servaient ainsi à cimenter l'autorité d'un chef qui n'avait ni palais ni temple pour affirmer sa grandeur. Là où Rome bâtissait des arcs de triomphe, Attila érigeait son prestige par l'abondance de l'or, visible dans ses mains. Les festins qu'il organisait étaient autant de démonstrations de puissance que de moments de cohésion politique. Chaque coupe d'argent, chaque plat richement décoré volé à l'Empire devenait un signe. Le monde sédentaire, avec ses raffinements, nourrissait désormais la force des cavaliers de la steppe. Les objets saisis lors de ces expéditions voyageaient loin de leur lieu d'origine. Des bijoux sculptés à Constantinople ou à Ravenne se retrouvaient suspendus dans des tentes noires, où leur éclat contrastait avec la rudesse du feutre. Des étoffes brodées, conçues pour les cours impériales, couvraient les épaules des guerriers huns. Cette juxtaposition d'éléments raffinés et de vie nomade frappait les ambassadeurs romains qui visitaient Attila. Ils notaient avec étonnement la simplicité volontaire du roi, assis dans une tente sobre, mais entouré de trésors que même un empereur aurait enviés. Ce contraste renforçait l'impression d'un pouvoir paradoxal. L'homme ne se glorifiait pas par le faste, mais par la domination qu'il exerçait sur les richesses des autres. Les tribus romains faisaient partie de cette logique. En versant chaque année des quantités immenses d'or, l'Empire croyait acheter la paix. Mais pour Attila, cet or n'était pas seulement une richesse. C'était une marque de soumission. Chaque pièce reçue rappelait que Rome pliait devant lui, que l'Empire, autrefois maître du monde, devenait le débiteur d'un cavalier venu de nulle part. Les trésors arrachés n'étaient donc pas seulement matériels, ils avaient une valeur symbolique, ils nourrissaient une mémoire de domination que l'on transmettait dans les récits autour des feux. Il faut imaginer les colonnes de butin revenant des campagnes, des esclaves chargés de coffres, des troupeaux entiers volés aux provinces, des captifs de haute naissance destinés à la rançon. Dans la poussière des plaines, ces richesses prenaient un aspect étrange, presque irréel. Elles semblaient en déplacer, arrachées à un univers de marbre et de mosaïques pour être entraînées dans l'éphémère des campements nomades. Pourtant, elles y trouvaient une nouvelle signification. Les trésors, loin d'être conservés pour eux-mêmes, circulaient, se transformaient en instruments de fidélité, en cadeaux diplomatiques, en symboles de puissance. Les Romains, témoins de ces transferts, voyaient avec stupeur leurs propres richesses utilisées contre eux. Chaque fois qu'un chef hun arborait une armure romaine, chaque fois qu'un cavalier brandissait une épée forgée par les artisans de l'Empire, c'était une humiliation supplémentaire. L'Empire devenait son propre fossoyeur, offrant par contrainte les moyens de sa fragilisation. Mais les trésors ne se réduisaient pas aux objets. Les Huns s'emparaient aussi des savoirs, des artisans, des compétences. Les captifs ramenés de l'Empire n'étaient pas seulement des otages. Ils étaient intégrés, parfois forcés à servir, transmettant leurs techniques et leurs connaissances.
Ainsi, les Huns, sans bâtir de ville, absorbèrent dans certains savoir-faire qui renforcèrent encore leur puissance. Le trésor le plus précieux n'était pas toujours l'or, mais la main d'un forgeron, le savoir d'un scribe, la voix d'un conseiller. Attila, dans sa lucidité politique, comprenait cette richesse invisible. Il savait manier les hommes comme il maniait l'or, distribuant ici, contraignant là, utilisant toujours la peur et la promesse pour obtenir davantage. Les trésors arrachés aux empires n'étaient pas thésaurisés dans un palais. Ils étaient mis en mouvement, disséminés dans un réseau de loyauté mouvante qui rendait sa domination possible. Pour les peuples germaniques soumis, ces richesses avaient aussi une fonction d'aimant. Servir Attila, c'était avoir accès à des récompenses quant aux solutions que nul autre chef ne pouvait offrir. Les banquets, où l'or romain circulait en coupes étincelantes, impressionnaient parfois les alliés autant qu'il intimidait les ennemis. Le roi des Huns n'avait pas besoin de bâtir des temples pour impressionner. Il lui suffisait de poser sur une table un trésor arraché à Constantinople pour rappeler que sa main était plus forte que celle des empereurs. Et pourtant, dans ce flux constant de richesses, Attila gardait une distance étrange. Les chroniqueurs notèrent qu'il se distinguait de ses lieutenants par une austérité volontaire. Là où ses compagnons se paraient d'eux, de bijoux et de tissus précieux, lui restait sobre, buvant dans une coupe de bois plutôt que dans l'or. Cette attitude renforçait son autorité. Elle montrait que le pouvoir ne venait pas de la possession, mais de la capacité à donner et à prendre. Les trésors n'étaient pas pour lui un ornement, mais un instrument. Ce contraste frappait les étrangers. Ils voyaient un homme simple entouré d'une abondance étourdissante, et comprenaient cependant que cette simplicité n'était pas faiblesse, mais force. Ainsi, les trésors arrachés aux empires ne furent jamais figés. Ils circulaient, changés en main de main, se mêlèrent à la poussière des steppes, ils incarnaient moins la richesse que la domination. Leur éclat rappelait à tous que l'Empire, malgré ses murailles et ses siècles de puissance, pouvait être dépouillé par des cavaliers venus de l'Est. Ces trésors, visibles dans les banquets, palpables dans les récompenses offertes aux guerriers, formaient le décor de la légende d'Attila. Ils étaient la preuve tangible que le monde ancien basculait. L'or romain, autrefois symbole de stabilité et d'ordre, devenait le signe de la fragilité de l'Empire. Chaque pièce, chaque bijou, chaque étoffe rappelait que la puissance pouvait être arrachée, déplacée, détournée. Et derrière cette circulation d'objets brillait une vérité plus sombre. L'histoire d'Attila n'était pas seulement celle des conquêtes et des batailles, elle était aussi celle d'une dépossession. Chaque trésor arraché montrait que rien n'était immuable, que les richesses d'un empire pouvaient, en un instant, devenir le trophée d'un nomade. Rome elle-même commençait à comprendre que sa grandeur pouvait être renversée non par une nouvelle civilisation, mais par un peuple qui n'érigeait rien, qui se contentait de prendre et de disparaître. Les trésors arrachés aux empires furent ainsi le miroir d'une époque en déclin. Leur éclat, éphémère sous la lumière des feux de camp, symbolisait le basculement d'un monde. Et dans ce basculement, Attila se tenait au centre, maître des richesses des autres, roi d'un peuple sans palais, mais riche de l'or de ses ennemis. Bientôt, cependant, cet or ne suffirait plus, car si les trésors nourrissaient pas la loyauté, ils ne pouvaient les combler l'ambition. Et Attila, porté par le souffle des steppes et le poids des richesses volées, allait chercher davantage, non seulement l'or, mais la reconnaissance de sa domination sur l'Europe entière. Bien avant que les épées ne s'entrechoquent et que les murailles d'Arroy ne s'effondrent, l'arme la plus redoutable des Huns avait déjà frappé. La peur. Elle ne brillait pas au soleil comme les lames, elle ne hennissait pas comme les chevaux, mais elle se glissait dans les esprits, affaiblissant les ennemis avant même que la première flèche ne fût décochée. C'est dans ce domaine invisible qu'Attila fut sans doute le plus habile. La rumeur précédait toujours l'armée. Des fugitifs, des marchands, des voyageurs rapportaient des récits tant terribles. Villages incendiés, populations massacrées, cavaliers surgissant comme des spectres avant de disparaître dans la poussière. Chaque récit se chargeait d'exagérations, mais ces exagérations avaient leur utilité. La peur s'amplifiait d'elle-même, se nourrissant des silences et des incertitudes. On murmurait que les Huns n'étaient encore pas des hommes, mais des créatures sorties de la nuit des temps, nées du vent et du sang. Ces murmures suffisaient à vider des campagnes entières avant même l'arrivée des cavaliers. Les chroniqueurs romains, eux-mêmes effrayés, contribuèrent à forger cette légende. Ils décrivaient les Huns comme des êtres difformes, au visage marqué aux coutumes barbares. Ils parlèrent d'enfants dont on déformait le crâne pour leur donner un aspect inhumain, d'hommes qui se nourrissaient de viande crue, qui buvaient le sang de leurs ennemis.
Qu'importe la véracité de ces détails. Leur répétition transformait les Huns en figures monstrueuses, plus effrayantes encore que la réalité. Cette image, propagée dans tout l'Empire, faisait de la peur une arme plus efficace que la cavalerie. Dans les provinces frontalières, on en vint à interpréter chaque signe naturel comme un présage. Une tempête soudaine, une sécheresse, une éclipse, tout devenait annonciateur de l'arrivée des Huns. Ainsi, la peur ne se limitait pas au récit, elle pénétrait dans le tissu même de la vie quotidienne. Elle transformait la nature en menace, l'horizon en danger. Les paysans quittaient leurs champs, les cités renforçaient leurs portes, et souvent aucune armée unique ne se montrait. L'ombre seule suffisait. Attila comprit l'importance de cette arme invisible. Il savait cultiver le mystère autour de sa personne. Contrairement à d'autres rois qui se paraient de faste, il choisissait la sobriété, accentuant l'aura de puissance silencieuse. On racontait qu'il parlait peu, mais que ses paroles, rares, tombaient comme des sentences. Son regard calme glaçait plus que les cris d'un chef colérique. En se tenant ainsi à distance des apparences trompeuses, il renforçait l'impression d'un homme au-delà des passions humaines, guidé par une force supérieure. Ses ennemis voyaient en lui non pas un homme, mais un fléau. Cette perception fut amplifiée par l'interprétation religieuse. Dans un empire romain désormais largement christianisé, beaucoup virent en Attila l'instrument de Dieu, envoyé pour punir les péchés des hommes. On l'appela le fléau de Dieu. Ce surnom, loin de le diminuer, augmenta son prestige, car si même ses ennemis voyaient en lui une manifestation divine, comment le combattre ? Cette dimension sacrée donnait à la peur une profondeur nouvelle. Elle n'était plus seulement politique ou militaire, elle devenait cosmique. La peur servait aussi à affaiblir les négociations. Quand les ambassadeurs romains entraient dans son camp, ils savaient déjà qu'il traitait avec un être redouté dans toute l'Europe. Attila pouvait ainsi exiger davantage, imposer des conditions humiliantes, sans avoir à lever son épée. La peur parlait pour lui. Elle réduisait les résistances, érodait la volonté de ses adversaires. Là où un général aurait dû déployer ses troupes pour obtenir un avantage, Attila se contentait de fixer son interlocuteur. Cette arme invisible était renforcée par la mobilité de ses troupes. Les Huns apparaissaient toujours là où on ne les attendait pas. Ils franchissaient des fleuves réputés infranchissables, surgissaient au cœur de provinces pourtant protégées, puis disparaissaient sans laisser de traces. Cette imprévisibilité accentuait la terreur. Comment se défendre contre un ennemi qu'on ne peut anticiper ? Comment organiser une stratégie face à une armée qui semble surgir du néant ? Rome, habituée à cartographier ses guerres, se retrouvait aveugle. Et cette cécité était elle-même une forme de peur. Les peuples germaniques, eux aussi, furent soumis à cette arme. Certains se soumirent, sans combat, convaincus que résister serait inutile. D'autres fuirent vers l'ouest, poussant devant eux de nouvelles vagues de migration. Ainsi, la peur des Huns ne se limitait pas aux batailles. Elle redessinait la carte de l'Europe, déplaçait des peuples entiers, remodelait l'histoire. La fuite était souvent plus rapide et plus destructrice que la guerre elle-même. La peur avait aussi une fonction interne. Elle maintenait la cohésion des clans Huns. Les alliés et les peuples soumis savaient que le moindre signe de désobéissance entraînerait une punition brutale. Attila savait frapper fort lorsqu'il fallait donner l'exemple, et la terreur ainsi suscitée renforçait l'unité de son empire mouvant. Ses propres guerriers, même dans leur loyauté, savaient que la crainte du roi faisait partie de leur fidélité. C'était une peur respectueuse, presque religieuse, qui nourrissait l'obéissance. Cette arme invisible s'inscrivait dans une logique plus vaste. Dans un monde en crise où l'Empire romain était déjà fragilisé par les tensions internes, la peur avait un effet démultiplié. Elle révélait les fissures, amplifiait les doutes, précipitait les désordres. Attila n'avait pas besoin de conquérir chaque ville. Il suffisait que la rumeur de son approche atteigne ses murs pour que la panique s'installe. Ainsi, il épargnait ses forces tout en affaiblissant ses ennemis. Certains chroniqueurs rapportent que des villes ouvrirent leurs portes avant même le premier assaut, préférant se rendre plutôt que d'affronter l'inimaginable. D'autres mentionnent des villages vidés, abandonnés à la hâte, les habitants ayant fui vers des refuges lointains. La peur, dans ces cas, avait vaincu sans combat. Elle devenait une conquête silencieuse, plus rapide que les armes, mais cette arme avait un revers. Plus la peur grandissait, plus elle devenait universelle, et plus les peuples commençaient à voir dans Attila une menace commune. Si elle divisait d'abord, elle finissait par unir les adversaires autour d'une même angoisse. Ainsi, la peur qui avait été sa force allait un jour contribuer à sa chute, en provoquant une alliance improbable entre Rome et les peuples barbares.
Mais avant ce retournement, elle fut l'outil le plus redoutable de son règne. La peur comme arme invisible fit d'Attila un personnage hors du commun. Elle le plaça dans une catégorie où peu d'hommes ont jamais résidé, celle des figures mythiques dont la seule évocation suffit à provoquer un frisson. Elle transforma un chef de guerre en légende vivante, un cavalier en fléau. Elle fit de lui un nom qui survivrait au siècle, non seulement dans les chroniques, mais dans l'imaginaire des peuples. Et lorsque la peur atteignit son apogée, Attila put entreprendre ses plus grandes campagnes. Car désormais ce n'était pas seulement son armée qui avançait, mais l'ombre elle-même, invisible, qui s'étendait sur l'Europe. Là où elle passait, les cœurs tremblaient avant même que les sabots n'ébranlent la terre. Dans l'univers mouvant d'Attila, où les alliances se faisaient et se défaisaient au rythme des chevauchées, le mariage n'était jamais un simple lien familial. C'était une arme, un sceau invisible posé sur les pactes, une manière d'enraciner dans le sang ce que les traités écrits ne pouvaient garantir. Les unions, loin d'être dictées par l'amour ou par l'intimité privée, servaient à de clés politiques, ouvrant la porte à de nouvelles fidélités ou verrouillant des rivalités naissantes. Dans ce monde où tout pouvait basculer en un instant, le mariage devenait l'un des rares instruments capables de donner l'illusion de permanence. Attila comprit très tôt la puissance de cette stratégie. Son peuple, dispersé en une mosaïque de clans et de tribus, avait besoin d'un ciment. Les mariages lui offrirent cette matière. Chaque épouse n'était pas seulement une compagne, mais un lien vivant avec une autre communauté. Par elle, il captait des fidélités, transformait des rivaux en alliés, rassemblait autour de lui un réseau de sang et de loyauté personnelle. Les femmes devenaient ainsi les ambassadrices d'un empire sans frontières, les ponts fragiles entre des mondes souvent hostiles. Les chroniqueurs rapportent qu'Attila eut de nombreuses épouses, chacune issue d'un clan ou d'un peuple différent. Chacune représentait une victoire diplomatique, une conquête qui n'exigeait pas de bataille. En épousant une fille de chef, il liait son destin à celui de sa tribu, forçant ses guerriers à reconnaître son autorité. Parfois, il n'avait même pas besoin de recourir à la menace. L'honneur d'une union avec le roi des Huns suffisait à transformer l'équilibre des forces. Ainsi, les mariages n'étaient pas un ornement de pouvoir, mais le tissu même qui consolidait sa domination. La mémoire collective a retenu l'histoire singulière de la princesse Honoria, sœur de l'empereur Valentinien III. Selon les chroniqueurs, cette femme, enfermée dans une union qu'elle refusait, aurait envoyé à Attila un anneau et une demande d'aide. Ce geste, qu'il soit réel ou exagéré, fut interprété par le roi des Huns comme une proposition de mariage. Attila, habile, s'en saisit pour revendiquer une partie de l'Empire romain d'Occident, comme dot. Ce récit illustre parfaitement sa manière de transformer un symbole intime en arme politique. L'histoire d'une femme désespérée devint un prétexte pour exiger des territoires et renforcer son autorité. Qu'importe que ce mariage n'ait jamais eu lieu, il prouva que la rumeur d'une union pouvait suffire à nourrir ses ambitions. Les mariages d'Attila n'étaient pas des alliances figées. Ils faisaient partie de son art de la flexibilité. Si un clan lui devenait inutile, l'union perdait de sa valeur. Si une épouse représentait un lien fragile, il pouvait la remplacer par une autre, plus avantageuse. Ce pragmatisme, qui choquait les observateurs romains, faisait partie de la logique des steppes. Dans un monde où rien n'était tout stable, où même les campements disparaissaient avec le vent, pourquoi un mariage serait-il éternel ? Il n'était qu'un outil, une étape, un passage. Mais derrière cette froide stratégie se dessinait une réalité plus intime. Les femmes d'Attila, si nombreuses soient-elles, vivaient dans l'ombre de sa tente. Elles formaient en tête une cour invisible, faite de murmures et de rivalités, de loyauté et de trahison. Certaines venaient de peuples lointains, arrachées à leur famille, offertes comme gage de paix. D'autres étaient peut-être venues volontairement, voyant dans cette union une chance de survie ou d'élévation. Dans la pénombre des tentes, elles partageaient la vie rude des nomades, participant aux banquets, élevant des enfants destinés à prolonger la lignée du roi. Il est probable que ces femmes, malgré la rudesse de leurs conditions, jouèrent un rôle politique discret mais réel. Elles pouvaient là en transmettre des informations, influencer des décisions, servir d'intermédiaires entre Attila et leur famille d'origine. Leurs paroles murmurées dans l'intimité avaient parfois le poids d'une armée. Mais comme tout dans l'univers d'Attila, leur place restait précaire, dépendante de l'utilité de leur présence et de la loyauté de leur clan. La multiplicité des unions servait aussi à montrer la richesse et la puissance du roi. Plus il avait d'épouses, plus il pouvait afficher le nombre de ses alliances.
Chaque mariage était une victoire sans bataille, chaque femme une bannière silencieuse plantée dans le camp. Les Romains, habitués à des unions dynastiques limitées, voyaient dans cette abondance une marque de barbarie. Mais pour les Huns, elle signifiait la capacité d'un homme à incarner dans son corps même la diversité et l'étendue de son pouvoir. Et puis, il y avait la dimension symbolique. Dans les steppes, le mariage était aussi un pacte sacré, scellé par des rituels et des serments. Les familles échangeaient quand des présents, les clans scellèrent des accords. Le sang et le pouvoir se mêlaient encore dans ces cérémonies, rappelant que l'union entre deux êtres n'était jamais seulement intime, mais collective. Attila utilisait cette symbolique à son avantage, transformant chaque mariage en démonstration de force, en spectacle destiné à impressionner ses alliés et ses ennemis. Pour les peuples soumis, voir leur fille épouser le roi des Huns était à la fois une humiliation et une assurance. C'était reconnaître sa domination, mais aussi s'assurer une forme de protection. Car tant que le sang de leur clan coulait dans les veines des enfants d'Attila, ils avaient une place fragile mais réelle dans son empire mouvant. Cette logique du sang tissait des liens plus forts que les traités, car elle inscrivait la domination dans le corps même de la descendance. Mais cette arme politique avait un revers. Les multiples épouses créaient aussi des rivalités, des jalousies, des conflits internes. Les fils issus de ces unions pouvaient enfin devenir des rivaux, leurs clans respectifs se disputant la faveur du roi. La maison d'Attila, si elle pouvait être appelée ainsi, était donc un espace de tension autant que de loyauté. Dans l'ombre des tentes, derrière les banquets et les cérémonies, se jouaient des intrigues discrètes, où chaque femme cherchait à assurer l'avenir de ses enfants. La fin de la vie d'Attila fut elle-même marquée par un mariage. C'est au cours de ses noces avec une nouvelle épouse, Ildico, qu'il mourut dans des circonstances mystérieuses. Certains dirent qu'il avait succombé à une hémorragie, d'autres que cette femme avait été l'instrument d'un complot. Quoi qu'il en soit, ce dernier mariage illustre l'ambivalence de cette arme. Ce qui avait servi à construire son pouvoir devint le décor de sa disparition. Le sang et le pouvoir, une fois encore, se mêlèrent dans une conclusion tragique. Ainsi les mariages d'Attila furent bien plus que des unions privées. Ils furent les fils invisibles d'une toile de domination, les instruments silencieux d'un pouvoir qui se nourrissait autant de diplomatie que de guerre. Il rappelle que dans l'univers des Huns, chaque geste, chaque lien, chaque serment pouvait être transformé en arme. Le roi des steppes sut faire du mariage un outil aussi redoutable que l'arc ou le cheval, et cette utilisation subtile contribua à son image d'homme insaisissable, maître autant des cœurs que des batailles. Et tandis que ses épouses et ses enfants incarnaient la multiplicité de ses alliances, le monde autour de lui comprenait que rien n'était stable. Les unions se faisaient et se défaisaient en cas comme les campements, et pourtant, de cette instabilité naissait une puissance unique. Attila, par ses mariages de sang et de pouvoir, liait entre elles des nations entières, transformant l'intime en politique, le privé en public, l'amour en armes. Les Huns ne laissaient pas de monuments derrière eux. Leur passage n'était marqué ni par des arcs de triomphe, ni par des pierres gravées, mais par une poussière éphémère, soulevée par des milliers de sabots. Cette poussière, sitôt retombée, effaçait leur route, comme si rien n'avait existé. Et pourtant cette absence même devenait un signe de leur puissance. Partout où ils allaient, ils transformèrent le monde, mais sans jamais s'y enraciner. Leur chemin était une cicatrice invisible, qui modifiait l'histoire tout en disparaissant de la terre. Les Romains avaient bâti leur empire sur la solidité des routes. Chaque pierre posée liait une ville à une autre, un port à une frontière. Les voies romaines étaient en des veines de pierre, immuables, qui traversaient les siècles. Face à elles, les routes uniques semblaient inexistantes, car elles ne laissaient aucune trace. Pourtant, elles existaient autrement. Ce n'étaient pas des chemins fixés, mais des lignes mouvantes, tracées par le galop des chevaux, par le passage des chariots, par la mémoire des cavaliers. Ces routes invisibles étaient connues seulement de ceux qui les parcouraient. Elles changeaient selon les saisons, selon les rivières à franchir, selon l'herbe disponible pour les troupeaux. Dans cet art de l'itinérance, les Huns possédaient un savoir que Rome ne pouvait comprendre. Ils connaissaient les gués secrets, les vallées discrètes, les replis de la terre, où l'on pouvait disparaître aux yeux de l'ennemi. Leur route n'était pas tracée sur des cartes, mais inscrite dans leur mémoire collective. Chaque cavalier portait en lui le savoir des générations, où trouver l'eau, où éviter les marécages, où passer les montagnes.
Cette science, transmise par l'oralité, faisait de chaque mouvement une stratégie et de chaque déplacement une surprise. C'est pourquoi leurs ennemis se sentaient toujours désorientés. Les Huns surgissaient là où on ne les attendait pas, prenant des chemins qu'aucune armée romaine n'aurait osé emprunter. Ils traversaient des fleuves réputés infranchissables, comme si l'eau elle-même leur obéissait. Ils apparaissaient dans les plaines du Danube, puis disparaissaient dans les forêts de Germanie pour reparaître soudain aux portes de la Gaule. Leur mobilité était leur plus grande forteresse, leur invisibilité la clé de leur victoire. Les routes qu'ils prenaient n'étaient jamais fixes. Elles étaient pour l'expression même de leur liberté. Mais si ces routes s'effaçaient, elles laissaient tuer tout de même une empreinte dans l'esprit des autres peuples. Chaque village incendié, chaque cité contrainte de verser un tribut, devenait un jalon invisible dans leur parcours. Les Romains pouvaient bien renforcer leurs frontières, bâtir des fortins, dresser des garnisons. Les Huns savaient les contourner, les dépasser, les rendre inutiles. Ce jeu incessant, où l'Empire construisait et les Huns effaçaient, marquait la rencontre de deux visions du monde. D'un côté, la permanence, de l'autre, le passage. D'un côté, la pierre, de l'autre, la poussière. La poussière, justement, était le voile de leur mystère. Elle enveloppait leurs colonnes de cavaliers, dissimulait leur nombre, brouillait la vue de l'ennemi. Derrière ce nuage mouvant, il était impossible de savoir combien de guerriers approchaient Hans. Était-ce une poignée de pillards ou une armée entière ? Cette incertitude ajoutait à la peur. Même le soleil semblait voilé par leur passage, comme si la nature elle-même s'effaçait sous leur course. Les chroniqueurs romains racontaient que l'on voyait d'abord une brume de poussière à l'horizon, et que déjà les villages s'enfuyaient, persuadés que la mort approchait. Les routes uniques n'étaient pas seulement terrestres, elles étaient aussi humaines. Elles se tissaient dans les réseaux d'alliances, dans les mariages, dans les serments imposés par la force. Elles reliaient des peuples autrefois éloignés, contraints de se plier à l'autorité du roi des Huns. Ainsi, Attila créait une géographie invisible où les frontières n'étaient plus celles tracées par les empereurs, mais celles définies par sa volonté. Son empire ne se lisait pas sur une carte. Il se ressentait dans le déplacement des peuples, dans les migrations forcées, dans les routes effacées qui redessinaient l'Europe. Cette manière de circuler faisait des Huns des êtres insaisissables. Les Romains cherchèrent à comprendre leurs itinéraires, à prévoir leurs attaques, mais chaque prédiction échouait. Leur logique n'était pas celle des sédentaires. Ils ne suivaient pas des routes fixes, mais inventaient en chaque fois un nouveau chemin. Ils pouvaient réapparaître là où on pensait qu'ils n'iraient jamais, car leur horizon n'était limité par rien. Pour eux, toute terre était potentiellement une route, toute plaine un passage. Cette imprévisibilité devint leur plus grande force. Pourtant, derrière cette mobilité se cachait une fragilité, car ces routes effacées, si elles donnaient aux Huns une puissance redoutable, ne laissaient pas d'héritage durable. Quand ils disparaissaient, il ne restait rien, ni monument, ni ville, ni trace visible. Leur mémoire se réduisait au récit de leurs ennemis, à la peur qu'ils inspiraient aux ruines qu'ils avaient laissées derrière eux. Leur grandeur, immense mais fugitive, se perdait dans l'absence de marques tangibles. Ainsi, leur gloire reposait sur l'éphémère, sur l'instant, sur cette poussière qui, sitôt soulevée, retombait pour s'effacer. Et pourtant, c'est peut-être là que réside la part la plus fascinante de leur héritage, car ces routes invisibles ont redessiné l'histoire. Elles ont provoqué des migrations massives, elles ont brisé des royaumes, elles ont affaibli Rome. Leur passage a modifié le cours du temps, même si la terre a effacé leurs traces. Comme une tempête, les Huns n'ont pas bâti, mais ils ont transformé. Leur force fut d'être insaisissables, et cette insaisissabilité même devint leur marque la plus durable. Les routes effacées teinnées par la poussière des sabots rappellent que l'histoire ne s'écrit pas seulement avec des monuments. Elle s'écrit aussi avec des absences, avec des vides, avec des traces disparues. Attila et ses cavaliers incarnent cette dimension. Un peuple qui passa comme une ombre, bouleversant tout sans jamais s'arrêter. Leur héritage est moins visible que celui de Rome, mais il est tout aussi profond, car il a montré que même l'empire le plus solide pouvait être ébranlé par un ennemi qui ne laissait aucune empreinte. Et bientôt, ces routes invisibles allaient emmener les Huns jusqu'aux grandes campagnes d'Occident. La poussière des steppes s'approcherait des rives de la Gaule, enveloppant des villes qui n'avaient jamais vu de tels cavaliers. Les routes effacées allaient alors croiser celles des Romains et des peuples germaniques, et de cette rencontre naîtrait l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire d'Attila. Lorsque le nom d'Attila résonna dans toute l'Europe, il portait déjà avec lui une double promesse.
la ruine et la parole. Car si ces campagnes furent marquées par la violence des assauts et l'odeur âcre des villages incendiés, elles furent aussi rythmées par les ambassades, les traités, les pourparlers. Dans son univers, la guerre et la diplomatie n'étaient pas deux réalités distinctes, mais les deux faces d'un même instrument de domination. Attila maniait l'une et l'autre avec la même froide maîtrise, et c'est ce mélange qui fit de lui l'un des adversaires les plus insaisissables de son temps. Les récits des chroniqueurs s'accordent sur ce point. Les Huns savaient instiller la peur bien avant d'arriver. Leur réputation ouvrait la voie, préparant le terrain comme une première armée invisible. Lorsque les cavaliers apparaissaient enfin, les habitants fuyaient souvent, sans combattre. Des cités fermaient leurs portes, d'autres les ouvraient dans l'espoir d'échapper au massacre. Cette panique, Attila la cultivait, mais il savait aussi quand la retenir. Il n'avait pas toujours besoin de réduire une ville en cendres. Parfois, il suffisait d'une menace, d'un ultimatum, d'un tribut exigé. Alors la parole prenait le relais du sabre. Ces campagnes alternaient ainsi entre la brutalité et la négociation. Les uns ne voyaient que les incendies et les massacres, mais les autres constataient que derrière cette violence se cachait une logique calculée. Attila savait que chaque victoire militaire devait être suivie d'une victoire diplomatique. Chaque cité incendiée servait d'avertissement pour celles qui hésitaient encore. Chaque traité conclu après une démonstration de force renforçait son autorité. L'articulation entre ces deux registres, la terreur et la parole, était la clé de son pouvoir. Les provinces romaines de l'Est furent les premières à éprouver ce mélange déconcertant. Constantinople, malgré ses murailles imposantes, dut plier devant ses exigences. L'Empire d'Orient, plus riche mais aussi plus vulnérable, versait des tributs considérables pour éviter la destruction. Ces paiements, loin de calmer Attila, devinrent un rouage de son système. Chaque pièce d'or reçue était redistribuée pour entretenir ses guerriers, chaque concession renforçait sa position face aux autres peuples. L'Empire croyait acheter la paix, en réalité, il finançait sa propre menace. À l'ouest, la logique fut la même. Les campagnes en Gaule et en Italie illustrent cette mécanique. Attila déferlait sur les villes, mais il ne cherchait pas toujours à les occuper. Il voulait qu'elles se souviennent, qu'elles racontent la peur, qu'elles transmettent la rumeur de son invincibilité. Les négociateurs romains envoyés à sa rencontre découvrirent un chef sobre et impassible, assis dans une tente simple mais entouré d'une aura de terreur. Là, entre deux banquets, se décidait un le sort de provinces entières. La guerre se poursuivait par d'autres moyens, et les mots, chez Attila, avaient en foi le poids du sang. La diplomatie unique avait ses règles, différentes de celles de Rome. Elle ne reposait pas sur la fidélité au traité, mais sur l'équilibre des forces à un instant donné. Ce qui avait été accepté hier pouvait être remis en question demain. Une somme jugée suffisante un mois devenait dérisoire le mois suivant. L'instabilité faisait partie du système. Elle obligeait les Romains à rester dans un état de tension permanent, à craindre sans cesse une reprise des hostilités. Cette incertitude était en elle-même une arme. Et pourtant, malgré cette brutalité, Attila n'était pas un simple destructeur. Il savait quand il fallait retenir sa main. L'épisode le plus marquant reste sa rencontre avec le pape Léon Ier aux portes de Rome. Les récits, embellis par la mémoire chrétienne, racontent qu'il accepta de se retirer après avoir reçu la visite du pontife. Les chroniqueurs y virent l'intervention divine, mais derrière ce miracle apparent, il y avait peut-être une logique politique. Rome, déjà affaiblie, ne valait pas la peine d'un siège coûteux. Attila savait que la menace seule suffisait. La négociation devenait alors une manière élégante de récolter les fruits de sa terreur sans user inutilement ses forces. Ces campagnes ressemblaient à un théâtre où chaque acte combinait violence et diplomatie. Un village incendié servait de scène d'ouverture. Une ambassade, avec ses offrandes d'or et ses paroles humbles, faisait office d'acte central. Puis venait la conclusion, toujours provisoire, où Attila acceptait de reculer, mais en emportant avec lui un tribut plus lourd. Ce cycle pouvait se répéter indéfiniment, chaque reprise augmentant son prestige et vidant les coffres de ses adversaires. Pour les peuples germaniques pris entre Rome et les Huns, cette logique créait un dilemme permanent. Fallait-il résister et risquer la destruction, ou se soumettre et devenir un vassal ? Beaucoup choisirent pour la seconde option, voyant dans la négociation une manière de survivre. Mais cette survie avait un prix, leur liberté. Ils devenaient les instruments de la puissance d'Attila, intégrés à son réseau mouvant d'alliés et de dépendants. Dans ce système, la frontière entre guerre et paix s'effaçait. La paix n'était jamais qu'une suspension,
un temps d'attente avant la prochaine exigence. Les peuples voisins comprirent donc qu'il n'existait pas de paix durable avec Attila. Il n'y avait que des rémissions, des trêves fragiles, des pauses dans la tempête. Cette vérité glaçante renforçait la terreur, même lorsque les cavaliers disparaissaient leur ombre restait. On savait qu'il reviendrait, que la négociation ne faisait que repousser l'inévitable. Attila ne laissait rien au hasard. Ses ambassades étaient soigneusement orchestrées. Les envoyés romains décrivaient avec stupeur les banquets où l'or volait briller sous la lumière des feux, les guerriers vêtus d'armures étincelantes prises à l'ennemi. Mais au centre de ce faste, le roi des Huns restait d'une austérité troublante. Sa simplicité volontaire contrastait avec la richesse de ses lieutenants. Cette mise en scène subtile envoyait un message. Le pouvoir ne résidait pas dans la possession, mais dans la capacité à distribuer, à donner ou à reprendre. La terreur se doublait d'un art théâtral, où chaque détail renforçait l'impression d'un chef au-dessus des hommes ordinaires. Les campagnes d'Attila nous rappellent ainsi que la guerre n'est pas toujours une question de conquête territoriale. Pour lui, l'objectif n'était pas de bâtir un empire de pierre, mais de maintenir un empire de mouvement, nourri par la peur et l'or. Chaque bataille gagnée, chaque ville incendiée n'était qu'un moyen d'obtenir davantage lors de la prochaine négociation. Cette logique, étrange aux yeux des Romains, révélait la différence radicale entre deux visions du monde. Et dans ce jeu complexe, Attila fut un maître. Il sut alterner avec habileté la fureur des armes et le poids des paroles, utilisant l'une pour renforcer l'autre. Son héritage, bien au-delà des ruines qu'il laissa, fut d'avoir montré que la terreur et la diplomatie pouvaient se mêler en une seule et même stratégie. Bientôt, pourtant, cette mécanique allait atteindre ses limites. Car plus les campagnes s'étendaient, plus les peuples comprenaient que seule une union pouvait résister à ce cycle infernal. La terreur, en se diffusant partout, risquait d'unir ceux qu'elle divisait. Mais avant ce retournement, Attila demeura le maître de l'Europe par sa double arme, la violence des sabots et la persuasion des mots. Dans l'imaginaire antique, les fleuves étaient un peu des frontières naturelles, des barrières imposées par la géographie et par les dieux. Les Romains, maîtres des routes et des ponts, les avaient toujours considérés comme des lignes de défense. Le Danube, large et tumultueux, séparait l'empire de l'inconnu des steppes. Le Rhin, puissant et sombre, protégeait la Gaule contre les incursions venues du nord. Ces eaux, que l'on croyait infranchissables pour de grandes armées, formaient les ponts l'épine dorsale des frontières romaines. Mais pour les Huns, ces fleuves n'étaient pas des murs. Ils étaient des chemins mouvants, des épreuves qu'il suffisait de dompter. Et quand les sabots de leurs chevaux touchaient ces rives, les frontières s'effaçaient comme de simples tracés sur le sable. Les chroniqueurs rapportent ces franchissements avec une stupeur mêlée de terreur. Ils décrivent des armées entières traversant des cours d'eau en crue, avançant dans les remous comme si une force surnaturelle les guidait. La poussière des steppes soudain rencontrait le miroir des eaux, et de cette rencontre naissait un spectacle que les peuples sédentaires n'avaient jamais imaginé. Les Romains voyaient dans ces traversées des prodiges, des événements presque impossibles. Comment des cavaliers pouvaient-ils franchir ces fleuves que l'Empire considérait comme ses remparts les plus sûrs? La réponse tenait à leur rapport au monde. Les Huns, nés dans un univers de mouvement, ne concevaient-ils pas les fleuves comme des obstacles fixes? Ils savaient les traverser à gué, repérer tous les passages où les eaux étaient moins profondes, utilisés pour des embarcations légères faites de peaux tendues sur des armatures de bois. Ils pouvaient improviser, démonter leurs tentes pour en faire des radeaux, transformer leur propre corps et ceux de leurs chevaux en instruments de navigation. Leur inventivité, nourrie par la nécessité, rendait possible ce que d'autres jugeaient impensable. Mais plus que la technique, c'était l'effet psychologique de ces traversées qui marquait les esprits. Les habitants des provinces romaines, voyant surgir de l'autre côté du fleuve ces cavaliers couverts de poussière, les prenaient pour des spectres. On disait qu'ils avançaient d'un incessant bruit, que leurs chevaux semblaient un seul marcher sur l'eau, que leurs silhouettes se reflétaient comme des ombres inquiétantes. De là naquit l'image des armées fantômes. Ces passages donnaient aux Huns une aura surnaturelle. Ils semblaient capables de franchir les frontières du monde connu comme on franchit une simple ligne tracée dans l'air. Chaque franchissement était un choc symbolique. Lorsque les Huns traversèrent le Danube, ce ne fut pas seulement une armée qui entrait en territoire romain, c'était un monde entier qui pénétrait dans un autre. Les frontières, pensées comme éternelles, se révélaient fragiles. La nature, que Rome croyait domptée, se retournait contre elle, devenue complice de ses ennemis.
Ces traversées avaient la force d'une révélation. Aucune barrière n'était sûre, aucune ligne n'était définitive. Les campagnes d'Attila en Gaule et en Italie furent marquées par ces franchissements spectaculaires. Les armées romaines, croyant encore trouver refuge derrière le Rhin ou le Pô, virent de surgir ces cavaliers là où elles pensaient en être protégées. La surprise renforçait l'effet de la peur. Comment lutter contre un ennemi qui ignorait les limites imposées par la géographie? Les fleuves, jadis alliés de Rome, devenaient les témoins impuissants de son affaiblissement. Dans la mémoire collective, ces épisodes prirent une dimension presque mythologique. Les habitants racontaient entre eux que les fleuves eux-mêmes s'étaient inclinés devant Attila, ouvrant leurs lits pour laisser passer ses cavaliers. D'autres disaient que les dieux des eaux avaient les fuis devant lui, incapables d'arrêter sa course. La réalité, sans doute plus simple, n'enlevait rien à cette impression. Les Huns n'étaient pas des hommes comme les autres. Ils franchissaient les frontières du monde comme on franchit un seuil de maison. Ces traversées transformaient aussi la manière dont Rome concevait sa propre défense. Les fortins, les murailles, les postes militaires, tout semblait inutile si les frontières naturelles pouvaient être franchies à volonté. La stratégie impériale, fondée depuis des siècles sur la stabilité des limites géographiques, s'effritait. L'Empire n'avait plus de murs sûrs. Les fleuves, au lieu de rassurer, devenaient des sources d'angoisse. On ne savait plus quand l'ennemi les traverserait, ni par où, mais pour Attila, ces franchissements avaient aussi une valeur symbolique. Chaque fois que son armée passait un fleuve, c'était un défi lancé au monde sédentaire. C'était la preuve que rien ne pouvait l'arrêter, que les lois de la nature elles-mêmes pliant sous sa volonté. Ces victoires invisibles, obtenues sans bataille, renforçaient son prestige. Elles nourrissaient la rumeur de son invincibilité, transformant ses cavaliers en figures d'effroi. Il faut imaginer la scène. Des milliers de chevaux avançant dans l'eau glacée, soulevant des gerbes qui scintillèrent au soleil. Des guerriers tenant leurs arcs hors de l'eau, des femmes et des enfants transportés sur des radeaux de fortune, des chariots tirés par des bœufs nageant avec peine, et derrière eux, la rive qu'ils quittaient couverte de cendres et de fumée. Puis, de l'autre côté, une terre nouvelle à conquérir, des villes à soumettre, des trésors à arracher. Chaque franchissement était une naissance, une entrée brutale dans un territoire jusque-là protégé. Ces armées fantômes, surgissant des eaux, marquèrent à jamais l'imaginaire européen. Même après leur disparition, les récits continuèrent d'évoquer ces passages comme des moments où les lois du monde avaient vacillé. Les fleuves, jadis garants de la stabilité, s'étaient révélés impuissants. Et dans cette impuissance se lisait la fragilité d'un empire qui croyait encore dominer le monde. Pourtant, derrière cette puissance se profilait une vérité plus sombre, car à chaque franchissement épuisait aussi les forces des Huns. Les chevaux souffraient, les hommes perdaient parfois leurs armes dans les courants, les chariots se brisaient. Cette mobilité si redoutable avait un prix. Mais Attila acceptait ce prix, convaincu que la terreur qu'il semait valait plus que les pertes subies. Son génie résidait dans cette lucidité. Il savait que les symboles pouvaient parfois être plus puissants que les victoires militaires. Ainsi, les fleuves franchis par des armées fantômes restent l'une des images les plus marquantes de son règne. Il rappelle que la puissance d'Attila ne se mesurait pas seulement à ses batailles, mais à sa capacité à défier l'ordre même du monde. Les rivières, les frontières, les certitudes s'effaçaient sous ses pas, et cette disparition des limites devint le signe de son passage. Là où il allait, rien ne restait intact, ni les villes, ni les routes, ni même les lois de la nature. Bientôt, cependant, ces franchissements allaient le mener trop loin, car plus il avançait, plus il se rapprochait d'un monde où l'union de ses ennemis deviendrait inévitable. Les fleuves franchis, qui avaient en taille été les symboles de sa toute-puissance, allaient aussi tracer le chemin de sa rencontre avec les forces qui finiraient par l'arrêter. Dans les plaines où le vent semblait emporter toute chose, Attila sut faire naître un rituel qui fascinait autant qu'il terrifiait, le banquet. Ces festins n'étaient pas de simples moments de repos, mais des scènes où se jouait l'essence même de son pouvoir. Là, sous les tentes noires, autour de tables chargées de viandes fumantes, d'or pillé et de coupes étincelantes, se réunissaient guerriers, chefs alliés, émissaires romains et étrangers, contraints de contempler la grandeur du roi des Huns. Ces banquets étaient l'image condensée de son règne. Austérité et démesure, silence et fracas, sobriété personnelle et profusion offerte aux autres. Les chroniqueurs romains, témoins de ces scènes, en ont laissé des descriptions frappées d'étonnement. Ils racontent que les lieutenants d'Attila se paraient en champ de bijoux étincelants, que leurs tables croulaient sous l'argenterie et les étoffes fines venues de Byzance.
Mais au centre de ce faste, le roi des Huns se distinguait par une simplicité volontaire. Assis sur une chaise de bois, buvant dans une coupe sans ornement, vêtu d'habitat comme un sobre. Ce contraste glaçait les spectateurs. L'homme le plus puissant de l'époque, celui que l'Europe entière redoutait, ne s'entourait pas du luxe qu'il arrachait, mais le distribuait autour de lui. Son autorité n'avait pas besoin d'ornement, elle se nourrissait de son être même. Le banquet était une arme politique. Chaque coupe d'or, chaque assiette richement décorée rappelait aux invités d'où venaient ses trésors, des coffres de Rome, des palais de Ravenne, des temples de Constantinople. Les convives savaient qu'ils buvaient dans les trophées de la peur. La richesse affichée n'était pas un signe de raffinement, mais une preuve tangible de la domination unique. Les Romains envoyés en ambassade ressentaient en cette humiliation silencieuse. Ce qu'ils voyaient, étalé devant eux, était le fruit des tributs qu'ils avaient d'eux-mêmes versés. Mais derrière ce faste apparent, le banquet possédait une autre fonction. Il était l'espace où se scellaient fondamentalement les alliances. Autour du feu et des viandes rôties, Attila distribuait les récompenses, rappelait les dettes, consolidait la fidélité de ses chefs. Chaque guerrier, chaque vassal y recevait sa part, et dans cette redistribution se jouait l'équilibre fragile de son empire mouvant. Le banquet était une scène de mémoire, où les gestes comptaient en plus que les paroles. Une coupe offerte pouvait lier un homme pour des années, un oubli pouvait semer une rancune fatale. Les chants accompagnaient ces moments. Les bardes uniques, avec leurs voix graves et monotones, rappelaient les exploits passés, les victoires récentes, les serments prêtés. Leurs récits, transmis oralement, renforçaient pour ça la cohésion des clans. Dans la lumière tremblante des flammes, ces chants résonnaient comme des incantations, rappelant à chacun qu'il faisait partie d'une épopée plus vaste que sa propre vie. Les ambassadeurs étrangers, témoins de ces récits, comprenaient qu'il ne se trouvait là pas seulement face à une armée, mais face à une mémoire vivante, enracinée dans le souffle du chant et de la parole. La tension de ces banquets était palpable. On y buvait, on y riait parfois, mais toujours dans une atmosphère de crainte. Attila observait tout, distribuant les signes de faveur ou de mépris. Un mot pouvait suffire à honorer un homme ou à le réduire au silence. Sa maîtrise du non-dit, sa manière d'incarner une autorité calme et froide, renforçaient en cette ambiance de menace. Les convives savaient qu'ils festoyaient au bord d'un gouffre, que derrière le vin et les chants se préparait la guerre. Ainsi le banquet devenait une mise en scène avant la tempête. Chaque convive savait que ces moments de profusion précédaient toujours une campagne, qu'après le festin viendraient les chevauchées, les incendies, les négociations sanglantes. Le rire des guerriers résonnait comme un écho fragile, vite effacé par le fracas des armes. L'abondance elle-même avait une part d'éphémère. Ce que l'on buvait aujourd'hui avait été volé hier et serait remplacé demain par d'autres butins. Tout dans ce rituel portait la marque de l'instant et de sa fragilité. Les ambassadeurs romains, en quittant ces banquets, emportèrent avec eux une impression ambiguë. Ils avaient en vue la brutalité transformée en spectacle, la richesse utilisée comme instrument de domination, le silence du roi pesait plus lourd que tous les cris de guerre. Ils avaient assisté à une tempête contenue, prête à se déchaîner. Et cette image renforçait encore la peur de leur peuple, car elle montrait que les Huns ne se réduisaient pas à des pillards. Ils avaient aussi l'art de transformer la guerre en cérémonie. Il faut imaginer ces nuits dans les plaines, les tentes noires alignées, les feux flambants, les voix des bardes se mêlant au hennissement des chevaux. Le banquet illuminait la nuit, mais cette lumière avait quelque chose d'inquiétant. Elle annonçait toujours l'approche de la violence. Les guerriers, repus de viande et de lait fermenté, riaient fort, frappaient leurs coupes contre les tables, mais déjà, dans leur esprit, résonnaient les sabots de leurs montures. La fête n'était qu'une pause entre deux chevauchées, une respiration avant l'assaut. Le banquet avant la tempête fut l'image parfaite du règne d'Attila, un équilibre entre la sobriété et l'excès, entre la paix feinte et la guerre imminente, entre la parole et la violence. Ce rituel condensait son pouvoir, rappelant à tous que la vie sous son autorité n'était jamais stable, toujours suspendue entre l'abondance et la menace. Et c'est ainsi que le roi des Huns conduisait ses hommes. Dans l'éclat des feux et dans la fumée des viandes, il forgeait une mémoire qui allait nourrir la tempête. Les routes de Gaule et d'Italie, bientôt, allaient sentir de nouveau la poussière des sabots. Et derrière lui, les peuples comprendraient que chaque banquet n'était qu'une préparation, chaque coupe levée une annonce, chaque rire un présage. Car dans l'univers d'Attila, la fête et la guerre n'étaient en jamais séparées.
Elles étaient les deux visages d'une même tempête qui s'approchait inexorablement.